Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que le générique vous a bien réveillé. Bonjour à tous, bienvenue, hyper content de vous retrouver, et hyper content de vous retrouver pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer d'ici une demi-heure. Faudra qu'on change la playlist de début, Sylvain en régie. Bonjour Sylvain. Parce qu'il était trop calme. Ah Bonjour. ouais, enfin là le finish en piano. Mais je tiens à noter que le morceau s'est terminé pile au moment où il fallait lancer le jingle. Ouais, mais le morceau était chiant. Le morceau était un peu coconuts et vainé, quoi. On se sentait sur la plage d'Acropolis finalement. La plage de la démocratie. Finalement, c'est ça. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Salut petite grenouille, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Bonjour Perceval, salut Tube2, salut Tube42, pardon, salut le Josh, salut Jutaninus. Salut Julie, salut Louis, salut Pouzou, salut Ombril, salut le gros gag, salut Loustic, Kobarou, Hatsom, Nuf Nuf, tout le monde. Ça fait trop plaisir, Tibbs, Azuric, Vuzelin, etc. Content de vous retrouver. Content de vous retrouver pour ce stream finalement de grande qualité. Toujours, au rendez-vous. Un jour viendra, il faudra qu'on vous raconte la matinée qu'on a passée avec Sylvain. Juste pour donner un ordre d'idée, j'ai pas fini de déjeuner. Voilà, il est 14h30. Ça a été fatigant, mais c'est pour vous qu'on l'a fait, puisque demain on vous prépare une petite émission aux oignons, je rappelle, demain à 17h, émission exceptionnelle sur Acropolis, puisqu'on sera en direct du Palais de la Sorbonne à Paris, pour un événement très particulier et très intéressant, en tout cas je l'espère, qu'on est en train de vous préparer depuis plusieurs jours maintenant, enfin c'est commencé depuis plusieurs semaines, mais là on est dans les dernières 24 heures, donc autant vous dire que ça accélère, c'est sévère, mais c'est pas grave, vous verrez ça demain. Donc voilà, avec une nouvelle tasse, exactement Perceval, regardez la tasse, Monsieur le Président que Perceval m'a offerte, bleu, blanc, rouge, incroyable. Merci beaucoup Perceval pour ce super cadeau. Perceval qui a donc acheté ça ce week-end à la boutique de l'Assemblée nationale. Puisque oui, l'Assemblée nationale a une boutique, comme à Disney. Après l'attraction, t'as une boutique. Comme Acropolis. Comme Acropolis. Oui, nous aussi on a une boutique Acropolis. Absolument. Ouais. Qui est beaucoup moins fréquentée. Mais... Qui a un humour très particulier, très plus particulier que Acropolis. celui de l'Assemblée nationale. Parce que tu vois, l'Assemblée nationale, ça rigole zéro. On est sur du Monsieur le Président. Moi, ma tasse, c'est marqué votez pour moi. C'est vrai? Ouais, du coup, je l'ai gardée. Et je la garde pour mon émission du lundi matin. Donc voilà. Encore un grand merci à toi, Perceval, pour ce cadeau de l'Assemblée nationale. Non, en plus, je suis méchant parce que la boutique de l'Assemblée nationale, il y a des trucs rigolos dedans. Il y a des chaussettes avec écrit droite et gauche sur le pied droit et le pied gauche. Il y a des peignoirs. Je crois que c'est un clin d'œil à DSK. Il y a des. Non, c'est pas vrai que c'est un clin d'œil à DSK. Mais il y a plein de trucs. Donc voilà, si vous allez visiter le Palais Bourbon un jour, ce qu'encore une fois, je vous invite à faire, c'est très chouette. N'hésitez pas à passer par la boutique. Donc voilà. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu en live, ça fait plaisir. Et bah ouais, ça fait plaisir, Tube42. Bienvenue à toi. Je vais me prendre un pull Acropolis d'ici peu. Ah, t'as bien raison, le pull Acropolis. Juste avant l'été, Juste avant l'été, c'est le meilleur moment. moyen. Prends plutôt les t-shirts, tu vois, pour pécho en boîte. Y'a que ça de vrai. Maman, je passe à la télé. Bon, il est un peu daté ce t-shirt là, parce que c'est un peu le quinquennat précédent, mais. Chaussettes droite et gauche, et donc pour Macron, c'est la capote. Ah là là! Très bonne idée. Mais donc voilà. Donc on a passé une matinée chargée avec Sylvain, mais peu importe à la limite, l'important c'est l'émission de demain. La boutique, j'y suis allé, c'est bof. Ah, tu trouves ça bof? Bah après, ça dépend ce que tu attends à trouver dans une boutique d'une chambre parlementaire. J'avoue ne pas avoir testé les boutiques des autres chambres parlementaires d'Europe, pour comparer. Le CESE n'a pas de boutique. Le CESE n'a pas de suivant des cartes postales. Ah. Ouais, non, on se fait chier. Le Sénat, ils ont une boutique, le Sénat? Oh, j'imagine, oui. Tu peux acheter des pantoufles. Oh, si, ça c'est rigolo, tout de suite. Tout de suite, cet anti-parlementarisme primaire sur Acropolis est particulièrement désagréable. Pour le Sénat, j'avais d'autres idées. Non, bah tu vas les garder pour Ouais, toi. parce qu'on va avoir des problèmes après. Les pantoufles, c'est plutôt le CESE. Oh, remarque. Il y a une boutique au Sénat. Je sais même pas s'il y a une boutique au Sénat. Peut-être. Je sais qu'au Sénat, ils ont deux buvettes séparées. Une pour les sénateurs et une pour les autres. À l'Assemblée nationale aussi. Ouais, à l'Assemblée nationale aussi, en fait. Maintenant, en y réfléchissant, je me suis rappelé que oui, à l'Assemblée nationale aussi. Des couches. Bon, ça y est, ça devient graveleux. Bon, bonjour à tous, en tout cas, bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent, y compris ceux qui sont là pour la première fois sur Acropolis. Soyez les bienvenus, installez-vous tranquillement au coin du feu. Au Royaume-Uni, juste en face des chambres, c'est là qu'il faut aller. Quand j'y vivais, un magasin vendait des capotes à l'effigie des Tories. C'est génial. Ah mais ça, les Britanniques, ils ont un humour sur la politique qui est quand même très particulier. Mais donc voilà. Je rappelle que l'émission des questions d'actualité au gouvernement est préparée par une équipe de bénévoles que je remercie encore une fois très chaleureusement. Un grand merci à Amy, Sylvain et Samuel et Adrien également.
Merci beaucoup à tous pour votre mobilisation et merci Ygrardin pour ton abonnement Twitch Prime. Ygrardin qui a donc eu la délicieuse idée d'utiliser son abonnement gratuit à Acropolis. Gratuit puisque lui ne payera rien ce mois-ci, mais qu'Acropolis touchera quand même de l'argent. Et ça, c'est rendu possible grâce à Twitch Prime. Vous connaissez Twitch Prime? Charles Maurice. Mais j'ai dit? Non, j'ai pas dit Charles Maurice? Ah non, excuse-moi, c'est parce que t'es déco, c'est pour ça. Excuse-moi Charles, merci Charles. Désolé. Ah mais non, c'est parce que j'ai dit Sylvain et Sylvain, mais en fait c'est Charles et Il y Sylvain. a un seul Sylvain dans Il l'histoire. y a un seul Sylvain dans l'histoire, oui c'est ça. Pardon, j'ai confondu. Bon voilà, excuse-moi Charles, mais au moment où j'ai dit Sylvain, je pensais à toi. Euh, voilà. Donc salut à tous, bienvenue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a pas mal d'actualités ces derniers jours. Il y a mine de rien le mouvement social qui ne s'arrête pas, avec notamment aujourd'hui une journée de manifestation, notamment à Paris, mais peut-être aussi dans d'autres villes de France, sur la fonction publique, la grogne des fonctionnaires qui protestent contre le plan du gouvernement qu'il juge être une remise en cause du statut des fonctionnaires, même si le gouvernement bat en brèche cette idée reçue en disant non, le gouvernement ne touchera pas au statut des fonctionnaires. Il y a quand même une mobilisation aujourd'hui syndicale, mobilisation de la fonction publique sur fond de printemps social. Encore une fois, la grève n'est pas terminée à la SNCF, à Air France non plus, et ça continue dans la rue puisque le 26 mai prochain, je rappelle samedi prochain, une grande marée populaire entre guillemets est invitée à déferler sur Paris à l'invitation de la France Insoumise, mais pas seulement, il y a aussi des syndicats comme la CGT, comme Sud, Solidaire, etc. Donc voilà, nouveau tour de force du mouvement social ce samedi contre le gouvernement. On verra ce que le gouvernement en dit d'ores et déjà, et ce qu'ils en diront la semaine prochaine. On verra. Je suis passé à Gare du Nord ce matin, je vous jure, je suis reparti à pied. Ah ouais, il y avait du monde à Gare du Nord? Nous on a galéré tout à l'heure avec Sylvain à revenir en se garant. Il y a une rue qui s'est fermée juste devant nous. Ouais, parce qu'ils étaient en train de préparer l'arrivée de la manifestation, etc. Donc on a réussi à filer, mais on a été coincé après, enfin bref. On n'est pas très loin des passages habituels des manifestations, hein. Quand il y avait les Black Blocs, ils étaient passés pas loin du bureau aussi. Ouais. On n'est pas loin, hein, nous, à Acropolis, on est dans le 11e arrondissement, donc en fait on est à quoi 10 minutes, un quart d'heure à pied de République, de Bastille, de Gare de Lyon, enfin on est dans un coin où il y a quand même pas mal de passages, pas mal d'artères. Donc voilà. Euh, les fameuses marées humaines de la France Insoumise à 600 000 voix près. Ça commence déjà à troller. On verra sur le comptage des manifestants, je suis sûr que ça va encore s'engueuler, ça va être sympa. Donc voilà, donc ça c'est prévu ce week-end, donc mine de rien ça pose un peu l'ambiance pour cette semaine, en tout cas dans les rangs de l'opposition. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité? Si on fait un petit peu le point en ce mardi matin ensemble, Emmanuel Macron aujourd'hui lance, non, en fait j'allais dire il lance un plan banlieue. En fait c'est pas vrai, l'Elysée a démenti, c'est pas le lancement d'un plan, c'est des annonces faites à l'Elysée devant tout un parterre d'acteurs des quartiers populaires, de ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, des quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Emmanuel Macron devrait annoncer quelques mesures. C'est un peu la réponse du berger à la bergère puisque il y a maintenant un mois je crois, Jean-Louis Borloo, l'ancien secrétaire d'État, l'ancien ministre même, avait remis un grand plan, un rapport très ambitieux de plus de 160 pages sur les banlieues et sur les propositions qu'il faisait pour les banlieues avec 19 programmes très ambitieux, etc. Un rapport qui n'était pas passé inaperçu auprès des acteurs locaux, qui attendent du coup beaucoup du gouvernement et de l'Elysée. Donc aujourd'hui Emmanuel Macron reprend la main sur ce dossier et fait des annonces à l'Elysée. Donc on verra si on entendra dans l'hémicycle quelques indications du gouvernement sur ce qu'il compte faire pour les quartiers populaires. Donc voilà, annoncer des mesures et annoncer un plan, c'est pas pareil. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Alors franchement, on est sur du... La différence entre les deux est ténue, mais il y a quand même une différence. Annoncer un plan, c'est un plan que tu as préparé selon une méthodologie, etc., dans lequel tu annonces une série de mesures triées par chapitre, etc. Annoncer quelques mesures, c'est se réserver plus tard la possibilité d'annoncer d'autres mesures. Mais a priori, quand tu annonces un plan, c'est pas pour revenir un an plus tard pour annoncer d'autres mesures, en principe. Mais un plan contient bien des mesures, voilà. Donc voilà. Il va aussi y avoir des marées dans des autres villes. Oui, effectivement, la France Insoumise et les syndicats appellent des mobilisations partout en France, hein, c'est pas que à Paris. Mais donc le 26 mai, samedi prochain, des manifestations sont attendues dans toutes les villes de France. Voilà. Le plan Borloo, c'est à sa propre initiative ou demandé par le gouvernement ou autre? Je crois que c'était demandé par le gouvernement.
C'était demandé par le gouvernement. C'est assez fréquent hein, que le gouvernement demande à une personne qualifiée spécifiquement de rendre un rapport dans un an et demi. Il lui donne quelques moyens, pas grand-chose, mais de quoi travailler. Et ensuite, ils font une grande conférence pour remettre le rapport, en tirer les conclusions, etc. Donc oui, c'est demandé par Emmanuel Macron, effectivement. Euh, donc voilà. Donc voilà. C'est l'une des méthodes hein, d'ailleurs de construction des politiques publiques. Le fait de demander à des personnalités qualifiées de rendre des plans, des rapports, etc. C'est très fréquent. Et merci beaucoup à Loloïd89 pour son abonnement. Merci pour ton abonnement Loloïd. Bienvenue sur Acropolis. Installe-toi bien. Borloo a refusé toute espèce de portefeuille. Ah, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une égo. Mais Borloo avait annoncé son retrait de la vie politique active, hein, il y a quelques années maintenant. Notamment parce qu'il était malade. Mais il continue à s'impliquer du coup différemment. Mais c'est intéressant de voir des anciens politiques comme ça qui continuent à produire. Je pensais à anciens politiques, je pensais aussi à Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, mais aussi ancien ministre des Affaires étrangères, qui a pris la plume dans le Monde, je crois, le week-end dernier, au sujet de ce qui se passe à Gaza. Donc vous voyez, c'est des acteurs un peu retirés de la vie publique, mais qui continuent à participer au débat de temps en temps en apportant leur pierre à l'édifice. Donc évidemment, tu peux pas comparer un plan comme celui rédigé par Borloo avec une tribune dans le Monde, mais quand même. Où peut-on trouver les lieux de manifestation près de chez nous? Oh ça j'en sais rien, ça honnêtement, c'est davantage sur le site internet de la France Insoumise que sur celui d'Acropolis que tu trouveras cette information-là. Ou sur Google, éventuellement. Ouais, demande à Joujol, il saura peut-être te Ou au dire. Quant, c'est mieux. Ou on voit Euh, manif au 45 650, comme le suggère Wolfi Jawa. Donc voilà, donc on a ça. Donc on a ça à l'Elysée. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un focus banlieue. Banlieue, quartier prioritaire, quartier populaire, etc. On est aussi dans la semaine de rendu des premiers résultats de Parcoursup. Vous savez, Parcoursup, cette plateforme de candidature pour les lycéens, les futurs bacheliers pour entrer à l'université. Donc c'est cette semaine que d'après Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, 50% des bacheliers auront déjà dès cette semaine une première réponse à l'issue de l'utilisation du système Parcoursup qui d'ailleurs a rendu public son code source sur ses algorithmes. Donc voilà, peut-être que cette semaine, à mon avis cette semaine on va entendre parler de Parcoursup dans l'hémicycle, puisque c'est un peu la semaine Parcoursup. Euh, voilà, et actuellement sachez qu'à l'Assemblée nationale il y a en débat la loi sur la consommation et l'agriculture qui fait son bonhomme de chemin. Donc là aussi peut-être une question à Stéphane Travert, le ministre, sur ce sujet-là, sur ce projet de loi qui est en cours de discussion. Réponse ce soir, je stresse de tout mon corps. Bon courage à toi, à toutes celles et tous ceux qui sont sur Parcoursup et qui attendent une réponse ce soir. Bon courage. Tenez-nous au courant, j'espère que ça se passera bien. Parcoursup est en full open source sur Framaguide pour info. Il y a en réalité un algo local qui est caché. Oui, exactement. L'algorithme de Parcoursup qui a été rendu public, c'est l'algorithme central. Chacune des universités est ensuite libre d'utiliser la méthode d'organisation qu'elle souhaite. Et ça, c'est pas rendu public par le ministère, parce que par définition, c'est pas le ministère qui a la main là-dessus. Gros bug des familles ce soir. Bah, écoute, on verra bien. Ça sert à quoi la open source si on en cache des bouts? Oh, c'est pas inutile pour autant. Tu peux ne pas pouvoir dévoiler l'intégralité de la chaîne, mais vouloir quand même que le cœur du système soit public. Bon, si Impression continue à balayer ensemble l'actualité de ce qui se passe cette semaine, il y a aussi en Italie la formation d'un gouvernement. Il y a eu un accord de gouvernement qui a été trouvé entre le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo et la Ligue du Nord, pardon. La Ligue du Nord, le parti de droite radicale, un accord de gouvernement qui a choisi de désigner le Premier ministre Giuseppe Conte, que j'avoue ne pas connaître, qui était d'ailleurs, je ne connais pas, c'est normal, c'est un total inconnu, presque total inconnu en politique italienne. Qui va donc avoir la charge d'appliquer la feuille de route de cet accord entre les deux partis, accord que l'on sait anti-européen. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'actualité en Europe. En tout cas, en Europe. En tout cas, chez nos voisins. Ah non, il y a aussi une autre actualité. Il y a Harry qui s'est marié, putain. Harry et Meghan. Taïa, il est casé.
Fini. Est-ce que vous avez regardé, vous, le mariage princier? Il n'y a rien de caché, ce qu'on ne connaît pas, c'est la façon dont les écoles IUT et universités classent les demandes, mais ce n'est pas géré par le gouvernement. Et voilà, c'est ça. Le Burkinabé mort roué de coups, effectivement à Pau, il y a eu ce terrible fait divers, un Burkinabé qui a été roué de coups et mort par des adolescents, ce qui a quand même sacrément stupéfait tout le monde. Osef de Harry, non. Osef, oui, pas tapé. On a été obligé de regarder au resto avec Perceval, BFM c'est vraiment la pire chaîne. Ah là là. Je préfère les pépitos au prince perso. Bon, moi non plus, je vous avoue que j'ai pas regardé. Hein. J'ai pas regardé. Je lui souhaite le meilleur. Voilà, c'est tout. À part ça. Euh, Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, Nicolas Maduro réélu président du Venezuela à l'issue d'un scrutin extrêmement contesté, dont la validité n'a pas été reconnue par beaucoup de pays sur la scène internationale. En tout cas, non, c'est plutôt l'inverse, pardon. Beaucoup de pays ont annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas ces résultats sur la scène internationale. Donc voilà, Maduro qui a fait, je crois, plus de 70% des voix, alors qu'il avait plus de 70% d'opinions défavorables dans l'opinion, dans les derniers sondages. Mais voilà. Avec 600 000 voix d'avance. Non, je sais pas combien de voix ils font au Venezuela. Voilà. Est-ce qu'on va en parler dans l'actualité? Je ne pense pas. Je pense que si on parle d'actualité internationale, il y a quand même d'autres sujets autrement plus tendus en ce moment. On a parlé la semaine dernière de l'épidémie de dengue à La Réunion. On a parlé dans les territoires d'outre-mer d'un certain nombre de dispositions et d'application de certaines dispositions, notamment en matière immobilière. On a parlé de la Nouvelle-Calédonie et du référendum d'autodétermination de novembre prochain. Donc voilà. Sur le plan de l'international, il y a aussi un accord qui a été signé entre la Chine et les États-Unis. Et finalement, il n'y aura aucun droit de douane. Et la Chine s'est engagée à acheter plus de produits américains. Alors Sérieux? qu'ils étaient partis sur des relations hyper tendues, limite guerre commerciale. Ah bah c'est-à-dire que Trump a fait une grande partie de sa campagne contre les Chinois, oui. Et là, gros revirement, tout va bien. Et en plus, les Chinois vont acheter plus de produits américains, This is a ouvrir good plus deal. leur marché, etc., etc. This is a good deal. Bon, et bah écoute, merci Sylvain, tant mieux. Enfin tant mieux ou tant pis, je sais pas, faut voir. D'ailleurs, faut voir, est-ce que la France a quelque chose à en dire? Est-ce que l'Europe a quelque chose à en dire plus que la France? Et du coup, inquiétude du côté de l'Europe qui risque d'être mise de côté de cet accord, justement. Ça risque de se développer ailleurs et laisser l'Europe de côté. Il y avait une histoire de prime donnée à ceux qui votaient Maduro, je sais pas si c'est vrai. Non, et alors effectivement c'est plus compliqué que ça, mais effectivement les personnes qui votaient pouvaient aller obtenir un bon qui leur donnait accès à des denrées notamment. Mais c'est pas spécifiquement des gens qui votaient pour Maduro, mais le système de remise de ces bons et de ces denrées était organisé par un système créé par l'administration Maduro. Donc en gros une énorme incitation à voter Maduro quoi. Et la position de l'opposition était de ne pas de boycotter l'élection. Oui, Ceux qui allaient l'opposition voter, vénézuélienne a boycotté ouais, et a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reconnaissait pas le résultat. Il y a de nouveau Ebola en République démocratique du Congo. Ah, oui, si on repart sur du Ebola, oui, ça peut, rappelez-vous, hein, Ebola 2015, 2014, ça a été chaud. Hein. Il n'y a pas une loi qui permet de vote ban un élu s'il s'éloigne trop de ce qu'il a vendu comme cam pour se faire élire. Non, ça s'appelle un référendum révocatoire. Et non, en France, ça n'existe pas. Vote kick. L'épidémie de dengue ne fait pas non plus trembler dans les chaumières ici, faudrait juste que les personnes aient plus accès aux moustiquaires. Ah, t'es à la Réunion, la fin vivante? Zuckerberg auditionné par le Parlement européen. Ah, intéressant ça. oui aussi. Et ce sera en public alors que c'était pas sûr au début. Ah, c'était prévu pour être à huis clos, je m'en souviens. Ouais. Bah tant mieux si c'est public. Le mandat impératif est interdit par la Constitution. Oui, tout mandat impératif est nul. C'est inscrit dans la Constitution. Mais ça n'empêche pas certains députés d'organiser de leur propre chef des référendums révocatoires. Je crois que c'est François Ruffin notamment qui a fait ça dans sa circonscription. Et effectivement, sur Notre-Dame-des-Landes, je crois qu'il y a eu une information à chaud ce matin.
si je ne dis pas de bêtises, un homme grièvement blessé par une grenade lors des affrontements avec les forces de l'ordre sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Si j'ai bien compris, un zadiste aurait tenté de ramasser une grenade au sol qui aurait pété et ça l'aurait grièvement blessé. Ouais. Et il y a aussi des médecins français qui parviennent pour la première fois à greffer des trachées artificielles. Vous savez, la trachée? Chapeau pour cette grande réussite et ce grand progrès de la médecine. Oui, c'est que des épidémies, on les connaît à force. La Réunion est pas mal privilégiée par rapport à beaucoup de DROM. Ouais, c'est vrai. Les DROM sont les départements et régions d'outre-mer. Gravement blessé à la main. Ah bon? Non, pour moi, quand on dit grièvement blessé, ça veut dire que le pronostic vital est engagé. Hein, je crois. A priori. Du coup, il se fait opérer à l'hôpital de la ZAD. Je ne le lui souhaite pas. Tu ne lui souhaites pas. Je ne le lui souhaite pas. Il s'est fait arracher la main. Ça fait mal. Une grenade, ouais, ça pique. Sur la trachée, je ne suis pas sûr de comprendre. Si tu perds la trachée, il te reste 3 secondes à vivre, c'est bien ça. Alors, je suis pas médecin. Et encore moins médecin de la trachée. Mais je me doute que la trachée fait partie des endroits du corps un peu compliqués, effectivement, à remplacer. Il y a aussi le nouveau gouvernement en Italie. Ah, mais ça, j'en ai déjà parlé, ça. Mais j'ai pas écouté. Coupe-toi la main, tu verras si ton pronostic vital est engagé. Effectivement, ça doit beaucoup saigner, ouais. Du coup, est-ce que les drômes adhèrent? Putain la vache. Ah, vous êtes en forme. Hein. Vous êtes gore les poussins, vous voulez pas parler de tennis? Ah, on peut parler de tennis si vous voulez. Ah, même si moi j'aurais pas grand chose à en dire. Putain, c'est con quand j'ai un t-shirt noir, du coup je cache le chat quand je suis devant. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité qui serait susceptible de faire l'objet d'une question au gouvernement si vous étiez député, là, vous, cet après-midi, si vous entriez dans l'hémicycle cet après-midi, est-ce que vous y aurait une question que vous voudriez poser au gouvernement? Et si oui, sur quel sujet d'actualité? Je crois que les zadistes ramassent des grenades et autres projectiles policiers pour éviter la pollution. Ça se trouve, il a juste été cherché quand une autre lui a explosé à côté de la main. Je sais pas du tout. Honnêtement, j'ai aucune information qui permet de confirmer ou d'infirmer ça. Il n'y a pas une sombre affaire qui se trame autour de Pablo Iglesias et Podemos? Je crois qu'il y a un début de scandale à la con. La grève des fonctionnaires, ouais, la grève des fonctionnaires, c'est l'autre grosse actu du jour, effectivement. Mais du coup, quelle question tu poses au gouvernement? Parce que la grève des fonctionnaires, c'est pas une question. Peut-on donner des M4 à la police pour lutter contre les AK? Ça peut être une question. C'était Eric Ciotti qui avait posé une question un peu similaire sur l'armement des policiers. Est-ce que Valls peut être député et maire de Barcelone avec le non-cumul? Est-ce que ça vaut pour un mandat étranger? Eh ben tu rigoles Fanny, mais tu sais que c'est une vraie question, que le Conseil constitutionnel devra peut-être trancher. Il n'est écrit nulle part que tu ne peux pas cumuler ton mandat avec une fonction exécutive locale d'un autre pays. C'est valable qu'en France. Donc il y a une interrogation qui se pose sur l'interprétation de la loi sur le cumul des mandats. C'est marrant, hein. J'avais lu un article très intéressant là-dessus. Je crois que c'était dans Le Monde qui disait qu'on on ne sait pas. À l'heure actuelle, on n'a pas la réponse. On ne peut pas affirmer comme ça que Valls pourra ou ne pourra pas si jamais il devient maire de Barcelone. Il faudra que ça se présente pour qu'on puisse le voir si c'est possible ou pas. Et que le juge se prononce à ce moment-là. C'est sympa hein, le droit de temps en temps. Est-ce que le gouvernement va reformer le statut des fonctionnaires? Ça, c'est une bonne question. Si j'étais député, monsieur le ministre de l'Intérieur, à quand un serveur Minecraft pour tout le pays? Je vous rappelle qu'il y a un serveur Minecraft Acropolis hein, qui s'appelle Acrocraft. C'est là qu'il y a de la bonne ambiance.
Monsieur le ministre de la Culture, à quand des subventions à Acropolis? Est-ce que c'est le ministère de la Culture? En plus, c'est Madame la ministre. Déjà, c'est Madame la ministre Françoise Nyssen, et ensuite, oui, parce que c'est le ministère de la Culture qui s'occupe de la culture et de l'information. C'est notamment le ministère de la Culture qui a la tutelle sur l'audiovisuel public. D'ailleurs, ça me fait penser à une question qui a souvent été posée dans les pré-questions au QAG Mhm. sur le pass culture Ouais, c'est vrai, ça qui on avait en été est où? annoncé. Et ben, il y a le début des expérimentations dans la région de Strasbourg, je crois. Ah, ça expérimente. J'ai vu passer l'info, donc j'ai pensé au chat d'Acropolis, évidemment. Est-ce qu'il y a une acropole sur le serveur Minecraft? Eh bah, tu vas voir par toi-même, Fanny, tu vas voir. Tu risques d'être agréablement surprise par tout ce qu'il se trouve sur ce serveur. Il y a même un sauna souterrain. Est-ce qu'elle est terminée, l'assemblée d'Acrocraft? Mais allez voir, vous verrez par vous-même. No spoil. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quels étaient, quels étaient visés par l'attentat déjoué par vos services? Quel est le profil des deux individus arrêtés? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un attentat déjoué. Attends, mais c'est en Ukraine, non? C'est pas les services secrets ukrainiens qui... Je sais plus. Il y a les services français qui ont interpellé deux Ah oui, deux Égyptiens. Égyptiens, oui. Je me demandais si c'était des Français d'origine égyptienne, mais non, c'est des Égyptiens, je crois. Ah, j'ai du mal Est-ce à que c'est le comparer. ministère de la Culture qui gère l'éducation populaire? Personne ne gère l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un... C'est plus compliqué que ça. C'est un mouvement politique qui a des ramifications dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, dans la vie associative, dans la décentralisation, dans la culture. Voilà. Mais il n'y a pas un ministère de l'éducation populaire. Et heureusement d'ailleurs. Ça en est où la loi sur les retraites agricoles? Il y a encore un vote bloqué? Bonne question, je ne sais pas. Si j'étais député. Monsieur le ministre, pourquoi créer encore un énième plan banlieue dont le seul but est comme toujours d'entretenir les banlieues dans une illusion, mais surtout de tout faire pour que cette population n'en sorte pas? D'accord. Mais qu'est-ce que tu proposerais dans ta question pour sortir la population des banlieues? Puisque visiblement c'est ton objectif. Comment le gouvernement compte continuer à assurer les services publics dans les secteurs en difficulté tout en diminuant le nombre de fonctionnaires? Ça aussi c'est une bonne manière de poser la question sur la mobilisation de la fonction publique aujourd'hui. La polémique sur l'agriculture de masse, qu'en est-il des négos? Bonne question. Bonne question. Sur le pass culture, globalement similaire en Italie, la presse italienne en a fait un bilan négatif. Peu de villes dans le plan et peu de jeunes avaient demandé le pass. Ah, intéressant. Ah bah c'est là que c'est utile d'avoir des rapports sur les autres pays pour pas éviter de refaire les mêmes conneries. Les Duc Pop, c'est avec jeunesse et sport, il me semble. Historiquement parlant, oui, l'éducation populaire a été très très liée au sport populaire et aux politiques jeunesse. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, mais c'est plus compliqué que ça, l'éducation populaire. La polémique sur la représentante de l'UNEF voilée, apparemment la majorité est bien divisée. Alors effectivement, mais ça c'est typiquement le genre de sujet qui je ne pense pas, qui je pense n'a pas sa place dans des questions de gouvernement, parce que c'est plus un débat de société qu'un débat législatif ou enfin qu'est-ce que tu veux que le gouvernement réponde à ça? Aucune loi n'a été violée, voilà, on est dans un débat de société qui est très intéressant au demeurant, mais je vois pas très bien ce qu'un député pourrait en dire. Faut pas essayer de sortir les citoyens des banlieues, mais améliorer l'état des services publics dans les banlieues et attirer des employeurs. Comment tu fais pour attirer des employeurs dans les Les banlieues? politiques, c'est tous des pourris MDR. Salut Pantoufle, comment tu vas? Comment tu fais pour attirer des employeurs dans les banlieues, à part faire des zones franches, et que ça marche pas? Faut-il une niche fiscale? Parce que les zones franches, c'est une niche fiscale par définition. C'est ce que c'est une zone franche, hein. Une zone franche, c'est quand, si vous installez une entreprise dans telle zone géographique, vous payez aucun impôt. Alors ça dépend, impôt local, impôt tout court. Faudrait installer des streamers dans les banlieues pour être une solution. Les zones Franche-Comté. Vous avez déjà parlé de la possible baisse des aides à l'emploi évoquée par le maire. Non, effectivement, on n'en a pas encore parlé, je lance. Ça peut faire partie des sujets qui seront abordés aujourd'hui. Effectivement, c'est une bonne question à poser à Bruno Le Maire. Est-ce que les relatifs bons chiffres du chômage incitent le gouvernement à baisser les aides au retour à l'emploi? Ou pas? Il y aura peut-être une question aussi sur le rapport de Bercy, du ministère de Bercy qui a été fait
pour réduire le déficit public, on pourrait réduire les aides sociales. Ouais, je parlais de ça. C'est deux choses différentes. Ah bon? Il y a Bruno Le Maire qui dit que parce que le chômage tend à baisser, on va pouvoir envisager à un moment donné de réduire les aides sociales à l'emploi, donc Ouais. les incitations pour créer des emplois Ouais, pour les ouais. entreprises. Et il y a le ministère de Bercy, les services, pas le côté politique, le côté technique, qui a sorti un rapport qui a été révélé par Le Monde, une note interne, qui explique que Les notes dans le but internes. de réduire le déficit, on peut réduire je sais plus quelle aide sociale, modifier le critère de je sais plus quel autre, etc. etc. Ouais, méfiez-vous avec les notes internes. Mais ok, d'accord. Mais voilà, c'est sorti à peu près en même temps et du coup il peut y avoir confusion entre les deux, il faut faire attention. La baisse de l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé n'est pas une aide au retour à l'emploi. C'est un minima social. Et pour l'instant, on est plutôt sur une hausse de l'allocation handicapée. Oui, effectivement, conformément aux engagements d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, oui, c'est vrai. Par contre, il y a eu un changement dans le mode de calcul pour les couples, notamment, qui avait posé problème en début de quinquennat. Oui, c'est vrai. Il y avait une Si les question chiffres là-dessus. c'est bon, si les chiffres sont bons, pourquoi tu baisses les aides? Bah précisément parce que. Mais t'as raison, remarque, c'est une bonne question. C'est une bonne question à poser en fait. T'as autant d'arguments pour les baisser que pour ne pas les baisser. Je dis bah si les chiffres sont bons, c'est que les aides fonctionnent, donc il faut les maintenir, voire les augmenter. Ou alors si les chiffres sont bons, c'est que les aides deviennent de plus en plus inutiles. Et donc on peut les baisser. Tout dépend de l'objectif qu'on met derrière les aides. Exactement. Je te propose de lancer le générique. Il est 15h01, chers amis, on se retrouve juste après le générique en direct de l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité au gouvernement. À tout de suite. Et on est de retour en direct sur Acropolis alors que je termine mon café dans cette magnifique tasse Monsieur le Président qui vient de la boutique de l'Assemblée nationale. Hop là, pour la séance de questions d'actualité au gouvernement qui va commencer incessamment sous peu. Poil aux yeux, j'en profite encore une fois pour remercier toute l'équipe de bénévoles qui a préparé cette émission. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce soir à 20h sur Acropolis, vous aurez l'émission It's the Economy Stupid présentée par Arnaud de la chaîne Stupid Economics. Et que, comme je vous l'ai déjà dit, demain à 17h, émission spéciale pour les 20 ans du processus de Bologne, où on fera un plateau extraordinaire en direct du Palais de la Sorbonne à Paris. Voilà, fin des annonces. Pensez à vous abonner, faites des dons, tout ça, mais ça vous connaissez. Mettez un pouce bleu YouTube, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, mettez des pouces bleus. Est-ce qu'il y a un mug, Madame la Présidente? Ah, c'est une bonne question ça. Faut demander à Perceval qui... Ah oui, il répond oui. Du coup, QAG ou pas demain sur Acropolis? En l'état actuel des choses, oui, il y a QAG demain sur Acropolis, mais il est possible que, compte tenu des difficultés techniques qu'on pourrait rencontrer, on soit obligé d'annuler les QAG. Auquel cas, j'en suis désolé par avance, mais on fait tout pour maintenir les QAG demain, en plus de l'émission de 17h. Les 20 ans du processus de Bolos, voilà, je l'ai faite, je la ferai pas demain. Bon, c'est bon, elle a été faite une fois. C'est bon, on a coché. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bonjour, c'est bien ici qu'on s'indigne des méthodes qu'on utilise une fois au pouvoir. Oui, c'est ça. C'est bien ici que l'on s'indigne des méthodes qu'on réutilise une fois au pouvoir. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bienvenue, installe-toi, tu verras, tu te sentiras bien. Si la Sorbonne est bloquée, je rigole tellement. Non, 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 la Sorbonne c'est grand, tu sais, il y a plusieurs endroits et l'endroit où on sera, il n'y a pas d'étudiants dedans. Ça va gueuler à gauche sur le zadiste grièvement blessé et Parcoursup et à droite sur les saletés de zadistes et le manque de sélection dans le supérieur. Ça va, j'ai bien compris. T'as assez bien compris la politique française au 22 mai 2018, ouais. Si on ne s'en tient qu'à la surface et à l'écume, on en est à peu près là. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Alors que François de Rugy monte au perchoir pour payer le kebab du mardi. Merci beaucoup Pouzou, c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup pour ton don et ton soutien à Acropolis. L'ordre du jour C'est parti. appelle les questions au gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Stéphane Peu. Stéphane Peu, le premier député qui va poser une question. Monsieur le Premier ministre, 15 millions de Français vivent dans les territoires oubliés de la République, dans les départements d'outre-mer, dans les zones rurales, dans les quartiers populaires. Si la République est la maison commune qui abrite et protège tous ses habitants, aujourd'hui nombreux sont ceux et celles qui vivent dans la cave ou dans la cabane au fond du jardin. Si rien n'est fait,
Nous pouvons craindre demain une République fragmentée en une multitude de maisons repliées sur elles-mêmes. Il y a urgence, et cette situation n'est pas une fatalité. Après les États généraux de Grigny, il y a eu le discours du président de la République à Tourcoing. Maintenant, il faut des actes. Des propositions du rapport Borloo qui font consensus auprès des acteurs de terrain, au rapport parlementaire de François Cornu-Gentil et Rodrigue Coquendo sur la Seine-Saint-Denis, élaboré par des députés de tous les bancs, tous convergent sur un point. L'État n'est pas au rendez-vous de sa promesse républicaine. Il est même un acteur majeur des discriminations. Stéphane Peu qui tire la sonnette d'alarme sur les quartiers populaires, il est lui-même directeur d'un office HLM, il est surtout conseiller municipal de la ville de Saint-Denis où il a été chargé de l'urbanisme. Saint-Denis, vous savez, c'est en Seine-Saint-Denis à côté de Paris, en banlieue. Pendant 23 ans, il a été chargé de l'urbanisme. Et il est par ailleurs, en tant que député, il est coprésident du groupe d'études sur les enjeux de rénovation des quartiers et des habitats dégradés. Donc c'est pas absurde que ce soit lui qui pose la question aujourd'hui et qui tire la sonnette d'alarme sur l'état des banlieues. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, vous engager à minima à ce que l'État rétablisse l'égalité de traitement dans les missions qui lui reviennent pour tous les habitants, quel que soit le lieu où ils vivent? Égalité de traitement de tous les habitants de la République, où qu'ils habitent, outre-mer, dans la ruralité ou dans les quartiers défavorisés. Et c'est Jacques Mézard qui lui répond, le ministre chargé des territoires, de la cohésion des territoires. C'est son rôle, on l'écoute. Nous avons souvent l'occasion d'échanger. Je connais à la fois vos convictions et aussi votre capacité de proposition que vous nous avez démontré encore à la Commission concernant la loi Elan. Le bilan que vous venez de porter, il est largement partagé par rapport à ce qui s'est passé depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le président de la République s'est exprimé une nouvelle fois, comme il l'a fait à Tourcoing, avec des mesures, avec des propositions et surtout avec un engagement national. Car ce qui est important dans un dossier qui est particulièrement difficile, c'est qu'il y a un engagement du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement. Et nous avons une nécessité d'avoir une politique de rassemblement. Vous avez cité le rapport, le travail de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo vient de s'exprimer en disant qu'il était satisfait des déclarations du président de la République. Parce que Jacques Mézard qui s'autorise à parler au nom de Jean-Louis Borloo en disant qu'il est satisfait des annonces de ce matin. Accumuler la vision de long terme et puis l'action quotidienne qui est celle dont nos concitoyens ont besoin aujourd'hui. Et que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la petite enfance, que ce soit sur le logement, que ce soit sur l'ANRU, le président de la République a pris des engagements forts. Et c'est ça l'essentiel, car nos concitoyens attendent des actes après des décennies, c'est vrai, où l'État s'est trop désengagé des territoires en difficulté, ce qui est une responsabilité. Jacques Mézard qui assume le fait que l'État se soit trop désengagé et que maintenant on a besoin d'agir. Donc c'est Jacques Mézard qui s'occupe du service après-vente des annonces de ce matin du président de la République. C'était le premier tour de chauffe, à mon avis on le réentendra pendant la séance. Et c'est Yves Blin qui prend la parole pour La République En Marche. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, l'accès aux droits, au pluriel, à tous les droits, aux droits réels, ceux dont on ressent concrètement les effets, pas les mirages ou les promesses d'une société résolue à relégation. Non, l'accès aux droits garanti par un vrai contrat républicain, pour qui l'égalité, la fraternité ne sont pas seulement des mots. L'accès à l'éducation, à l'instruction, à la formation, l'accès à la santé, dans nos quartiers comme en milieu rural, le droit à la tranquillité et à la sécurité, pour soi-même et pour sa famille, le droit au logement, le droit à l'emploi, le droit finalement tout simplement de s'émanciper, de s'épanouir, le droit de devenir citoyen ordinaire, parce que l'on n'est plus discriminé et que définitivement le racisme comme l'antisémitisme n'ont plus cours. En s'exprimant ce matin, le président de la République a fait... Effectivement, Loustic, Yves Blin qui est en train de parler, c'était un député socialiste sous la précédente législature. Il a soutenu Manuel Valls pendant la primaire. Il est devenu député sous la bannière La République En Marche. Il est surtout le secrétaire général de la fédération Léo Lagrange, grande fédération d'éducation populaire qui existe depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Je crois qu'elle avait été créée par Pierre Mauroy à l'époque.
Fédération Léo Lagrange, spécialisée donc justement dans la thématique dont il est en train de parler, celle de l'accompagnement des personnes vulnérables et de l'accès au droit. L'accès au droit, vous savez, c'est le principe d'accessibilité des personnes qui ont droit aux aides sociales notamment. Refaire République. Et Yves Blein, c'est un grand spécialiste de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas étonnant. Construire une citoyenneté vécue et en apportant un soutien durable et solide au monde associatif, en formant une société de vigilance et en promouvant l'accès à la dignité par la culture et par le sport. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous comptez mettre en œuvre ces objectifs pour que, comme l'a dit ce matin Yacine Bellatar, la banlieue n'existe plus, mais qu'elle soit tout simplement un bout de ville. La parole est à monsieur Jacques Mézard, ministre de Yves Blein qui termine sa question de manière assez intéressante. Comment faisons-nous pour que la banlieue n'existe plus, mais qu'elle ne devienne qu'un bout de ville? C'est Yacine Bellatar qui a dit ça, c'est joli. Finalement, qu'il fallait que nous travaillions ensemble pour rétablir la République dans des territoires où elle a malheureusement trop disparu ou partiellement disparu. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité que nos concitoyens vivent au quotidien, que ce soit, et ça a été justement dit, sur la justice, sur la sécurité, sur la santé, sur l'emploi. Il est vrai que dans un certain nombre de territoires, on a moins de chances de réussir lorsqu'on est jeune que sur donc jusque-là, on est dans les constats, dans les ambitions, etc. Ce serait bien que Jacques Mézard soit un petit peu plus précis sur le contenu des annonces de ce matin. C'est la responsabilité de tous. Alors les postures, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est donner à nos concitoyens de la confiance. Et si aujourd'hui il y a ces problèmes-là, c'est que la confiance, elle a été perdue. Et la faute à qui si elle a été perdue? Pas à ce gouvernement. Elle a été perdue parce que la République a failli. La République, c'est-à-dire nous tous, et que nous avons un devoir de rassemblement. Et c'est ce qu'a dit ce matin le président de la République. Jacques Mézard qui a poussé la voix pour répondre au colibet, notamment des bancs venus de sa droite. Monsieur le ministre, la parole est maintenant... Et qui s'est envolé dans une injonction au rassemblement de toute la République en faveur des quartiers populaires. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Joker, voilà ce que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la République, en charge de la sécurité routière, répond à un Français qui l'interroge. C'est dire que votre mesure démagogique d'abaisser la vitesse autorisée à 80 km/h sur les routes secondaires ne fait l'unanimité ni dans votre majorité, ni dans votre gouvernement. Je comprends les doutes de M. Collomb face à une telle précipitation et sans la moindre concertation. Je comprends les doutes de M. Collomb alors que cette réforme intervient en complément de la hausse de la taxe sur le diesel, de la complexification du contrôle technique, mais aussi et surtout simultanément à la délégation à des opérateurs privés des contrôles de vitesse embarqués. Je comprends les doutes de M. Collomb sur cette réforme qui touchera principalement nos compatriotes dans nos territoires ruraux, obligés de prendre leur voiture pour aller déposer les enfants à l'école, pour se rendre au travail ou tout simplement pour vivre. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous nous sortirez une nouvelle fois les mêmes chiffres. Mais qu'en est-il des conclusions de l'expérimentation menée par vos prédécesseurs? Pourquoi ne pas en publier les chiffres? Cette obstination à préférer l'opacité à la transparence ne peut que suggérer qu'elles ne sont pas concluantes et que vous agissez par dogmatisme plus que par pragmatisme. Car s'il faut être pragmatique, plutôt que de dépenser des millions d'euros à changer les panneaux, modifier les radars, ne faudrait-il pas mieux les utiliser pour aider les collectivités à entretenir et sécuriser le réseau routier secondaire? Maxime Minot qui s'en prend au gouvernement et à sa volonté de réduire à 80 km/h la vitesse limite de circulation sur les routes secondaires. Vous savez que c'est un cheval de bataille particulier de son groupe parlementaire Les Républicains. Car s'il faut être pragmatique, il faut penser à tous les excès, et pas seulement ceux qui n'utilisent leur voiture que le week-end. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous entendre le scepticisme de votre gouvernement et cesser d'enquiquiner, pour ne pas dire autre chose, les Français qui empruntent leur voiture chaque jour? Maxime Minot, le jeune député Les Républicains, étoile montante de la droite. Monsieur le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre en personne qui va lui répondre. Le Premier ministre, Édouard Philippe, qui va défendre sa mesure de 80 km/h en répondant à son ancienne famille politique. On l'écoute. C'est toujours un plaisir d'avoir à répondre aux questions que vous vous posez sur cette mesure qui a été décidée par le gouvernement et que nous assumons pleinement. Vous avez, monsieur le député, dans une utilisation et une maîtrise parfaite du français, indiqué que la mesure que nous prenions était démagogique. Permettez-moi de vous dire que je suis surpris par l'utilisation de ce terme. Car s'il y a bien une chose
qui n'est pas démagogique, qui n'est pas fait pour plaire. C'est bien cette mesure. Édouard Philippe qui revendique l'impopularité. En revanche, d'entendre dans ce que vous exprimez parfois l'expression d'une certaine forme de démagogie. Ça, c'est vrai. C'est pas moi le démagogue, c'est vous. Monsieur le député, dans votre département, l'Oise, l'année dernière, il y a eu 62 morts sur les routes, 586 blessés. 62 morts, 586 blessés. Depuis le début de l'année, puisque nous sommes au milieu de l'année, il y a probablement eu entre 1600 et 1900 morts sur les routes françaises. Un nombre de blessés considérable. Notre pays, et c'est normal, s'émeut, se saisit à juste titre des drames qui chaque jour, chaque week-end se multiplient sur nos routes et vous ne voudriez pas en tirer les conséquences. Le plan que nous avons évoqué traite de tous les sujets relatifs à la sécurité routière. Et je suis certain que, comme vous êtes au moins autant que moi attaché à la sécurité des Français, vous allez écouter avec attention ce que je suis en train de dire. Le plan que nous avons sorti sur la sécurité routière concerne tous les aspects de la sécurité routière. Il ne concerne pas simplement la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central. Il concerne la conduite en état d'ivresse avec des mesures très fermes. Il concerne la conduite sous l'empire de produits stupéfiants avec des mesures très fermes. Il concerne la conduite sans permis de conduire, la conduite avec l'usage d'un téléphone portable. Édouard Philippe qui appelle les députés à prendre plus de recul sur son plan en disant mais arrêtez de vous focaliser sur les 80 km/h et regardez toutes les mesures qu'on a prises dans ce plan. Un élément aggravant de l'accidentalité et un élément aggravant de la gravité de chaque accident, il nous a paru légitime, utile, certes pas populaire, mais légitime et utile d'abaisser de 10 km/h la vitesse maximum. Monsieur le député, toutes les mesures qui ont été prises en matière de sécurité, toutes ont été impopulaires. Aucune n'a été prise par démagogie. On peut prendre de mauvaises mesures en étant très populaire. J'ai l'impression, monsieur le député, j'ai le sentiment, j'ai la conviction, fondée sur l'expérience, fondée sur les recommandations du CNSR, qui est l'instance compétente pour justement formuler des avis. Conseil national de la sécurité routière. De ces analyses, j'ai le sentiment, l'impression, la conviction de prendre une bonne mesure, fût-elle impopulaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat, de cette idée? Est-ce qu'une bonne mesure est forcément impopulaire? Peut-on prendre de bonnes mesures qui soient populaires? C'est assez intéressant, ça, comme question. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre de l'Europe. Nous avons appris récemment l'alliance conclue en Italie par les chefs de file du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, qui ont finalement réussi à masquer leurs divergences pour présenter au président Mattarella leur contrat pour un gouvernement de changement. Ce contrat témoigne d'une souplesse idéologique certaine, eu égard aux nombreuses divergences idéologiques qui les opposent. Bien que la proposition n'ait pas encore validé la nomination de Giuseppe Conte à la tête du gouvernement, l'inquiétude est de rigueur alors qu'un pays fondateur de l'Union européenne et troisième puissance économique de la zone euro est en passe d'être dirigé par un gouvernement populiste et eurosceptique. L'accord conclu entre ces deux formations comprend notamment de nombreuses propositions brutales en termes de politique migratoire qui figuraient de longue date dans la rhétorique du parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini. Si ce programme venait à être appliqué, 500 000 migrants, originaires pour la plupart des pays en guerre ou fuyant des régimes d'oppression, pourraient être expulsés sans autre forme de procès et les nouveaux arrivants se verraient tout bonnement interdits de débarquer sur les côtes italiennes. L'extrême droite italienne, alliée européenne du Front National, a su faire recette de la crise migratoire que connaît le continent européen depuis plusieurs années et ses propositions brutales et démagogiques ont trouvé écho auprès d'une partie de la population italienne nourrie d'un sentiment d'abandon et de déclassement. L'impuissance de l'Union européenne à faire face collectivement aux défis migratoires est très certainement à mettre en parallèle avec le succès grandissant des populistes européens, notamment dans les pays soumis à une pression migratoire importante du fait de leur situation géographique. Ce constat posé,
doit appeler l'Europe à se réformer le plus rapidement possible pour pouvoir agir de manière efficace. Ludovic Mendes, c'est donc lui qui aujourd'hui apportera sur la table le sujet du gouvernement italien. Il l'a rappelé, la formation de ce gouvernement populiste, très inspiré notamment par la Ligue du Nord, parti d'extrême droite italien. Il est directeur régional des ventes dans une entreprise de produits d'hygiène pour la restauration collective. Ludovic Mendes, ancien socialiste, qui essaye de tirer les premières leçons de la formation de ce gouvernement en Italie et qui s'inquiète clairement et qui demande à la ministre ce qu'elle en pense, la ministre. Monsieur le Président, Nathalie Loiseau, qu'on Mesdames écoute. et Messieurs les députés, Monsieur le député Ludovic Mendes, les élections italiennes du 4 mars ont constitué une alerte pour toute l'Europe. Une alerte parce qu'elles ont montré l'essoufflement des partis politiques traditionnels en Italie comme ailleurs. Une alerte parce que les électeurs italiens ont montré leur mécontentement face à l'absence de solidarité européenne, absence de solidarité des pays du Nord dans la crise financière, absence de solidarité des pays de l'Est dans la crise des migrants. Cette alerte, nous devons l'entendre et nous devons y répondre. Alors aujourd'hui, un nouveau gouvernement italien est en cours de formation. Il est trop tôt pour faire des commentaires, mais ce gouvernement, il est le fruit, le résultat. Ah merde, on a un petit bug alors que Nathalie Loiseau tirait les premières conclusions de la situation politique en Italie. Elle a parlé de manque de solidarité de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, en tout cas, ce début d'analyse italien, parce que l'Italie est un voisin, un partenaire, un allié important pour la France. Mais nous travaillerons dans le souci d'un triple respect. Le respect des résultats de l'élection et de leur signification, le respect des engagements pris par tous et par chacun dans l'Union européenne et plus particulièrement dans la zone euro. Nos destins sont intimement liés et il n'est ni possible ni souhaitable de faire cavalier seul au sein de l'Europe. Et nous travaillerons dans le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Quant à la refondation de l'Europe, nous l'abordons et croyez-moi, monsieur le député, au vu de la situation en Italie comme ailleurs, elle est plus nécessaire et plus urgente que jamais. Quand Nathalie Loiseau dit ailleurs, elle pense évidemment à l'Autriche. Nathalie Loiseau qui donc dit qu'elle porte la rénovation européenne et qui se refuse à prendre des leçons trop rapidement sur la nomination du nouveau gouvernement italien. Pardon. Yves Gégaud. Monsieur le Premier ministre, le 6 juin 2007, vous êtes venu à mon invitation visiter le quartier dit sensible de Surville à Montereau. Vous y avez constaté à la fois ce qui avait pu être fait dans le passé, notamment en matière de restructuration urbaine, et vous y avez constaté aussi les attentes des habitants dans leur vie quotidienne. Attentes de sécurité dans une ville qui a vu en 10 ans son commissariat se vider de 50% de ses effectifs. Attente de moyens sur le plan de restructuration urbaine qui est en panne depuis 3 ans, faute d'argent dans les caisses. Attente de moyens en matière d'enseignement, attente de moyens dans ce qui serait au fond cette idée du rattrapage républicain qui fait dire aux habitants de ce quartier qui leur ont fait vous dire, monsieur le Premier ministre, nous ne voulons pas plus que la République, mais nous ne voulons pas moins que la République. Et au fond, si je suis ici, c'est parce que ces électeurs me font confiance, c'est parce qu'ils m'ont demandé de les représenter, c'est en leur nom que je m'exprime, pour vous dire que la politique, c'est sans doute essayer de faire plus avec moins, mais c'est surtout de faire plus pour ceux qui ont moins. Et je voudrais aujourd'hui partager l'enthousiasme qui s'est exprimé tout à l'heure suite aux questions sur la politique de la ville. Malheureusement, je crains que, même si le président de la République a abordé tous les sujets ce matin, nous soyons trop faibles, qu'il y ait trop peu de moyens, qu'au fond, depuis des semaines, les maires vous expliquaient ce dont ils avaient besoin et que ce matin, on leur aurait expliqué comment s'en passer. Alors, monsieur le Premier ministre, je voudrais vous poser la question à vous personnellement, parce que je vous sais attaché à ces questions. Que retenez-vous à la fois des annonces du président et du plan porté par Jean-Louis Borloo? Qu'est-ce qui sera mis en œuvre et est-ce qu'on peut espérer des moyens à la hauteur du défi qui est devant nous? Yves Gégaud, le député UDI Agir et Indépendant, qui n'a pas l'air très satisfait des annonces qui ont été faites ce matin. Il est ancien secrétaire d'État pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il s'occupait de l'outre-mer, mais il est surtout... En juin 2017, je m'étais rendu dans la commune dont vous étiez le maire. Oui, c'est ça, c'est le maire de découvrir
Montreux-Fautillon. Un certain nombre d'expérimentations que vous aviez portées afin, dans le cadre de politiques qui parfois s'inscrivaient dans celles générales portées par l'État et qui parfois s'inscrivaient dans celles qui étaient en propre portées par les municipalités, ont réussi à transformer en mieux la vie dans votre commune. Et vous avez indiqué également dans votre question deux choses avec lesquelles je voudrais formuler un accord complet. D'abord, que ces sujets m'intéressaient à titre personnel pour des raisons évidentes que vous comprenez et qui tiennent à mon engagement municipal pendant... Eh bien oui, Édouard Philippe, il était maire du Havre. Donc à l'époque, il ne savait pas du tout qu'il serait Premier ministre un jour. Il est juste allé rendre visite à son ami Yves Gégaud pour qu'il lui montre ce que lui avait fait dans sa ville et ce qui apparemment marche très bien. Que toute une série de choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, ou disons-le carrément, qui fonctionnent mal dans un certain nombre de quartiers et dans un certain nombre de communes, viennent d'un affaiblissement, d'un ralentissement, d'un abandon peut-être, d'un certain nombre de politiques publiques. Est-ce que ces politiques publiques ralenties, affaiblies, avaient produit tous leurs effets? Je crois qu'il faut, en cette matière comme en d'autres, rester modeste. Beaucoup a été fait dans les quartiers depuis 20 ou 30 ans, et notamment en matière de rénovation urbaine. Merci Nolty. Beaucoup a été fait. Mais tout n'était pas réussi, et nous le savons. C'est un chantier éternellement recommencé qu'il faut aborder avec les idées claires. Le président de la République, après avoir chargé Jean-Louis Borloo de faire une analyse et de faire un certain nombre de propositions, les ayant reçues, les ayant analysées, ayant écouté un grand nombre d'interlocuteurs, a formulé un plan, ou plus exactement, a défini une stratégie qui repose sur une méthode et sur une philosophie. La méthode, c'est celle d'un travail en commun, c'est celle de rendez-vous réguliers, c'est celle d'une discussion avec l'ensemble des acteurs qui interviennent en matière de politique dite de la ville, les communes et singulièrement les agglomérations et les métropoles. Il ne vous aura pas échappé que le président de la République avait insisté sur le fait qu'une bonne politique de la ville, c'était souvent une bonne politique... Enfin, pardon, mais jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est-à-dire le fait de mettre tout le monde autour de la table, ça d'accord, ok. Les associations, la méthode, ok. Les syndicats, les entreprises, bref, la mobilisation des acteurs qui interviennent, des rendez-vous réguliers, une méthode posée, c'est ce qu'on appelle la politique de la ville, le président de la République a des diagnostics de territoire, tout ça, mais ça, il n'y a rien de nouveau. Philosophie. Alors la philosophie, c'est quoi? Vigilance. Vigilance. La vigilance, ce n'est pas la délation. La vigilance, c'est le fait que nous devons être attentifs. Chacun doit être attentif. C'est vrai sur les questions de sécurité, c'est vrai sur les questions de solidarité. Attentif. Une solution, donc une philosophie de vigilance, de mobilisation, une volonté d'émancipation que nous devons porter, d'émancipation des individus, des hommes, des femmes, et puis cet appel aux valeurs communes de la République. En termes de mesures, monsieur le député, merci Bouillabaisse pour ton abonnement. D'abord un engagement très ferme sur les questions de sécurité. Le président de la République a indiqué que la police nationale devait, avec les polices municipales et avec les maires, approfondir les relations et les protocoles qui permettent d'associer l'ensemble des acteurs à une plus grande sécurité, en évoquant, il l'a fait lui-même, la possibilité d'échanger, sous réserve de la conclusion d'un protocole extrêmement ferme, avec les maires sur ceux qui seraient inscrits dans les fichiers de type FSPRT. Ah, là déjà il y a un début d'ouverture vers un truc nouveau, c'est-à-dire qu'il est possible que la police nationale organise une communication plus fluide d'informations dans les fichiers de police. Une initiative très ferme et très ambitieuse sur les questions relatives aux stages de 3e. Et tous les maires, tous ceux qui connaissent intimement ces quartiers savent que les stages de 3e sont la source d'un dysfonctionnement. Bien entendu que certains maires ont pris des initiatives ou que certains acteurs locaux ont pris des initiatives pour corriger cette discrimination qui trop souvent s'exprime au moment du stage de 3e. Néanmoins, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus. C'est ce qu'a indiqué le président de la République. Et puis une action très forte dans le cadre de la réforme de l'apprentissage pour faire en sorte que les contrats d'apprentissage puissent être créés et développés à l'endroit où ceux qui vivent en ont le plus besoin, c'est-à-dire notamment dans les quartiers. Et vous savez, là encore, que nous partons d'une situation qui est très largement insatisfaisante. Vous le vivez, monsieur le député, vous le vivez dans votre commune. Nous partons d'une situation qui est très largement insatisfaisante. Nous devons donc la corriger. C'est évidemment vrai en matière d'apprentissage. Je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué s'agissant des emplois francs dans le cadre d'une politique de l'emploi ambitieuse et de mobilisation des entreprises. Un mot pour parler de la rénovation urbaine, qui n'est ni l'alpha ni donc emploi franc de la politique de la ville. Mais apprentissage, stage de 3e, le président sécurité. n'a pas voulu annoncer un grand plan avec beaucoup de milliards, une gouvernance nationale qui aurait d'un coup d'un seul, simplement par le produit d'une annonce quasi magique, réglé l'ensemble des problèmes. Vous savez, nous savons tous que ça ne marche pas comme ça. En revanche,
L'idée était formulée d'abord de garantir les financements de l'ANRU. Une des raisons pour lesquelles les procédures sont si lourdes, si lentes, ce que chaque maire dénonce à loisir, c'est que le financement de l'ANRU c'est progressivement tari. L'ANRU, c'est l'Agence nationale du renouvellement urbain. En gros, pour faire simple, c'est l'acteur national vers qui se tournent les élus locaux lorsqu'ils veulent faire du renouvellement dans les zones sensibles, du renouvellement urbain. Ça coûte très cher, ça demande des gros investissements et c'est l'ANRU qui en gros s'en occupe. Édouard Philippe, je rappelle que c'est l'ancien maire du Havre, donc toutes ces problématiques, en fait, il les connaît pratiquement, il les a pratiquées. Il a donc été décidé de garantir le financement de l'ANRU. J'ai trouvé ça très intéressant quand il a dit qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'attend pas un grand plan national avec des milliards d'argent qui serait arrosé et qui réglerait tous les problèmes des banlieues. Ça fait 30 ans qu'on a essayé de fonctionner comme ça n'a jamais marché. La cohésion des territoires dans l'opération Cœur de Ville, d'avoir des procédures extrêmement souples et extrêmement rapides qui permettent de libérer les financements très rapidement en limitant les procédures et en faisant en sorte que les stratégies portées par les élus puissent être approuvées, puissent être accompagnées de façon la plus efficace possible. Merci. Voilà, Édouard Philippe qui, je le rappelle, n'a pas de temps de réponse imposé, compte tenu du fait qu'il est chef du gouvernement, c'est le seul qui ne doit pas se tenir aux 2 minutes. Nicolas Turquois, mes chers collègues, on l'écoute. Ma question s'adresse au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, le président de la République a annoncé en début d'après-midi une série de mesures destinées aux quartiers favorisés de notre pays. Ces banlieues, ces villes de taille moyenne, mais aussi ces territoires ruraux, ont le sentiment d'être soit laissés pour compte, soit au contraire stigmatisés pour les problèmes que l'on y rencontre. Ce sont des millions de nos concitoyens qui aspirent à vivre tranquillement dans ces lieux où les habitants veulent travailler, se côtoyer le plus normalement du monde. Il est temps de considérer l'ensemble des questions. La question sociale, celle de l'emploi, de l'éducation, de la pauvreté plus importante qu'ailleurs, la promiscuité qui augmente les tensions et qui rend la tâche plus difficile à tous ceux qui font tout pour s'en sortir, pour améliorer leur quotidien, celui de leur famille. C'est à ceux-là en priorité que l'État et la société doivent apporter des réponses en les soutenant dans leur volonté d'émancipation. Ces réponses, pour être efficaces, ne doivent pas conduire à une mise à l'écart de ces quartiers, ni au saupoudrage des mesures. Trop souvent, en multipliant les plans, les outils spécifiques, on a contribué à faire des habitants des citoyens d'exception, les quartiers défavorisés des lieux à l'écart de la règle républicaine commune. Le Mouvement démocrate insiste sur la nécessité absolue de raccrocher ces territoires pour les inscrire dans la continuité républicaine. Le président de la République a annoncé ce matin qu'il entendait y répondre en leur donnant les mêmes droits et des droits réels. Voilà bien l'essentiel. Tout ne peut pas passer par la seule question des moyens. Il nous faut travailler sur la cohérence des politiques que nous menons entre la rénovation urbaine importante et la place de l'école, de l'éducation à la civilité, de la politique, de l'emploi, de la mixité sociale. Monsieur le ministre, dans l'objectif dessiné par le président de la République, comment le gouvernement compte-t-il répondre à cet impératif de cohérence? Nicolas Turquois, le député MoDem, qui vient de la Vienne, il est notamment conseiller municipal de la ville de Montcontour, c'est une toute petite ville de moins de 1000 habitants. Il est producteur de semences, de légumes et de céréales dans la vie. Et il pose une question au gouvernement, encore une fois, sur l'annonce de ce matin. C'est Julien de Normandie qui lui répond. Le député Turquois, vous avez fondamentalement raison. L'enjeu, et je pense que c'est un enjeu d'unité nationale, l'enjeu, il est assez simple. La véritable et la seule question, c'est comment fait-on pour remettre la République au cœur des quartiers? La République, elle est exigeante. La République, chacun d'entre nous est aussi en droit d'attendre ce qu'elle apporte. J'entends par là les services publics, j'entends par là... Ah, on a un petit bug de Julien de Normandie alors qu'il est en train de paraphraser le Premier ministre sur son ambition bien réexpliquée. La question en faveur des quartiers populaires. Avec là aussi les mesures fortes annoncées par le président de la République ce matin. Après, la deuxième question, et c'est le point que vous mettez là aussi en avant, c'est la question de l'émancipation. La France doit être une chance pour tous. Notre devoir, la promesse républicaine, c'est de donner à chacun les mêmes chances de réussite, où qu'il soit, quel que soit le lieu où ils sont nés, quel que soit le lieu où ils ont habité. Et ça passe par des mesures là aussi très concrètes, 30 000 places en crèche, 30 000 stages de troisième, toute la mobilisation en faveur de l'éducation nationale, toute la mobilisation en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle, les engagements que nous demandons aux entreprises pour lutter contre la discrimination à l'embauche, parce que la pire des promesses républicaines bafouées, c'est quand vous avez fait les études, que votre famille s'est donné du mal et qu'à la fin, vous avez 2,5 fois moins de chances d'être embauché dans une entreprise. Et enfin, dernier point, monsieur le député. Applaudissements
pour Julien Denormandie au moment où il dénonce la ségrégation territoriale. Sous le contrôle collégial, la première fois où on en a parlé, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, peut-être que vous avez grandi dans des quartiers populaires, des quartiers difficiles et que vous avez moins de chances que les autres d'obtenir un emploi alors que vous avez le même diplôme que les autres. Si avec une confiance qu'on donne dans tous les acteurs, si avec la dynamique que nous avons recréée, avec des gens pas toujours d'accord, mais on a recréé cette dynamique, on ne sera pas en mesure d'y arriver. En tout cas, c'est le pari qu'on fait, je crois que nous avons raison. Merci, monsieur le ministre. Le stage de troisième ne sert à rien. Ah, c'est marrant, je suis pas d'accord avec ça. Georges Paul-Langevin, la ministre, la députée du 20e arrondissement de Paris. Monsieur le Premier ministre, ancienne secrétaire d'État, chargée des Outre-mer. Depuis la fermeture du centre humanitaire provisoire de Paris, les demandeurs d'asile et migrants ne sont plus accueillis et orientés au fur et à mesure de leur arrivée dans la capitale. Se sont reconstitués dans le nord-est de Paris, notamment auprès du centre commercial du millénaire, des campements de masse indignes de notre République. Indignes pour ceux qui y vivent, indignes pour les riverains, indignes dans ces quartiers, indignes de la 6e puissance économique du monde. Le système mis en place par l'État pour prendre le relais n'est pas suffisamment dimensionné sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, ce système exclut la moitié des migrants, ceux dont les empreintes ont été enregistrées dans un autre État de l'Union, mais ne propose aucune alternative. Comment dès lors s'étonner que grossissent les campements? En outre, les ONG demandent à être assistées par la police qui actuellement leur refuse. Or, sans la présence d'ONG et de policiers, un campement de 1500 personnes devient tout simplement une zone de non-droit. 2 migrants ont été retrouvés noyés récemment, ce qui était craint à juste titre. La ville de Paris alerte depuis des semaines sur l'urgence à agir. Elle a pris des mesures indispensables. C'est bien ce que je me disais, Georges Paul-Langevin qui se fait la porte-voix d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, dans l'hémicycle et qui tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants. Effectivement, Georges Paul-Langevin, elle est élue du 20e arrondissement, qui est un quartier de l'Est de Paris, un quartier populaire. Et il y a effectivement des camps de migrants qui s'installent sur tout le nord-ouest, le nord-est de Paris, qui sont les quartiers les plus populaires de Paris. À mettre fin à ce chaos. En outre, vous devez proposer à ces personnes vulnérables une solution avant évacuation. Monsieur le Premier ministre, ma question est de savoir comment le gouvernement compte sortir de cette crise et garantir l'ordre public dans les quartiers concernés par ces campements de masse qui n'en peuvent plus. Merci, madame voilà, la députée. Georges Paul-Langevin qui a tiré la sonnette d'alarme sur la question des migrants et des campements à Paris. Ministre de l'Intérieur. Et c'est Jacqueline Gouraud qui va répondre Monsieur le Président, Mesdames en l'absence de Gérard Collomb. Madame la députée Georges Paul-Langevin. L'objectif de l'État à Paris est clair. Vous savez, premièrement, qu'une opération d'évacuation des campements est en cours de préparation. Et deuxièmement, bien sûr, deuxième objectif, éviter la reconstitution de ces campements qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas dignes pour les personnes et occasionnent parfois des troubles à l'ordre public. Nous espérons à cet égard pouvoir compter sur le soutien de la mairie de Paris. On a pu le constater. Là, vous entendez l'échange entre le gouvernement et la mairie de Paris. Hein. On est clairement sur du LREM versus Anne Hidalgo et le PS. N'a conduit qu'à la répétition successive des opérations de mise à l'abri puis d'évacuation en permanence. Il faut définitivement que s'applique le droit. En outre, dans cet accueil, chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, 95% des migrants qui arrivent à Paris sont hébergés en dehors de la capitale, soit en banlieue, soit en province. Pour éviter cela, il faut au contraire lier situation administrative des migrants et hébergement, plutôt que de continuer à mener une politique d'hébergement indifférenciée des personnes arrivant sur le territoire français. C'est le sens du dispositif que nous avons mis en place. 4 structures d'accueil de jour sont désormais ouvertes. Les CAES parisiens comptent aujourd'hui 700 places, permettant de garantir l'hébergement de 500 nouvelles personnes par semaine. Ainsi, il faut éviter toute naïveté. Les campements parisiens se composent aujourd'hui en très large partie de personnes qui refusent les mises à l'abri parce qu'elles veulent se soustraire à l'examen des situations administratives. Et on note aussi intéressant ce plan de caméra, on voit Georges Paul-Langevin qui n'a pas l'air tout à fait d'accord avec Jacqueline Gouraud. Un peu trop rapide la ministre quand elle dit que les gens qui sont à la rue, en gros, c'est parce qu'ils ne veulent pas être mis à l'abri.
Intéressant. Sébastien Chenu, on l'écoute. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Cette année, le groupe Carrefour a annoncé un plan social dans la grande distribution d'envergure, jamais connu à ce point dans notre pays, avec sa volonté de se séparer des enseignes DIA. 273 magasins devraient donc être cédés et aujourd'hui, pour 227 d'entre eux, il n'y a aucun repreneur. 2100 emplois sont menacés. Je pense à aux villes de nos circonscriptions, dans la mienne, à Denain, à la Sentinelle, mais aussi à Hénin-Beaumont, à Liévin, mais aussi partout en France. Combien de temps, Monsieur le ministre, le gouvernement restera-t-il les bras ballants à ce sujet? En effet, le groupe Carrefour a bénéficié du CICE, c'est-à-dire de 100 millions d'aides publiques depuis 2013. Le CICE qui coûte 20 milliards par an et dont la réalité nous oblige à dire qu'il ne répond pas à l'investissement des Français. Aucune aide pour les PME venant du CICE n'est faite. Marine Le Pen avait d'ailleurs demandé la suppression de ce CICE. Combien de milliards, c'est votre philosophie qui est en accusation, combien de milliards seront investis pour des résultats qui sont en réalité liés à 0 emploi préservé dans notre pays? Combien de cadeaux hier succéderont à des cadeaux aujourd'hui et à des cadeaux demain avec une inutilité absolue? Car il était où, Monsieur Macron, pendant la création du CICE? C'est lui le responsable et l'inventeur de ce CICE. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, à l'époque, il était à l'Élysée. Secrétaire général adjoint déjà. C'est facile de s'attaquer aux plus démunis qu'aux niches des journalistes, par exemple, mais que de l'autre côté, la création d'emplois n'est pas à l'ordre du jour et les investissements publics ne permettent pas ces créations d'emplois. Le CICE en est le triste exemple. Alors aujourd'hui, nous vous demandons d'agir. Sébastien Chenu, porte-parole du Front National, qui tire à boulet rouge contre le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi qui avait été inventé par François Hollande au début de son quinquennat. Et il en tire un triste bilan en prenant l'exemple de Carrefour qui a annoncé un grand plan social alors même qu'ils avaient bénéficié de ce crédit d'impôt qui devait les aider à garantir l'emploi. Sébastien Chenu, il vient de Beauvais. Je vous le rappelle. Et c'est Bruno Le Maire qui va lui répondre. Sébastien Chenu, votre politique économique n'est pas la nôtre et c'est tant mieux pour la France. Alors, est-ce que Bruno Le Maire va répondre à côté de la question en s'en prenant à la politique économique du Front National? Effectivement, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, des PME, des commerçants, des artisans. Notre politique économique, c'est de baisser l'impôt sur les sociétés sur 5 ans de 33% à 25% pour que nos entreprises soient plus rentables. Notre politique économique, c'est effectivement, et nous l'assumons, de baisser les charges sur les salaires pour que les entreprises puissent embaucher. Je vous confirme que le CICE sera l'année prochaine transformé en allègement de charges définitif pour toutes les entreprises pour qu'elles puissent créer des emplois. Bruno Le Maire applaudi par la majorité En Marche alors qu'il rappelle l'engagement qui a été pris l'année prochaine de transformer le CICE en baisse d'emploi, en baisse de charges. Pardon. Sur le mien et vous le voyez tous sur vos territoires, combien d'entreprises aujourd'hui, notamment dans le secteur industriel, n'arrivent pas à trouver des soudeurs, des chaudronniers, des carrossiers, des emplois qui sont disponibles mais que nous n'avons pas formés et qualifiés. Notre politique, c'est d'accompagner tous ceux qui sont en difficulté. Oui, la grande distribution est confrontée à une restructuration sans précédent liée aux nouvelles technologies. D'ici un mois, je rassemblerai tous les acteurs de la grande distribution, que ce soit Carrefour ou les autres, qui sont confrontés à ces mutations technologiques de grande ampleur pour accompagner ces mutations. Effectivement, des grandes surfaces, il y en a beaucoup dans le Nord, mais comme dans d'autres régions en France. Et Bruno Le Maire qui indique que c'est le modèle économique de la grande distribution qui est en train d'être perturbé grandement par les modifications de nos modes de consommation. 000 emplois créés l'année dernière. 272 000 emplois prévus à nouveau pour l'année 2018. Voilà nos résultats. Et voilà ce que les Français jugeront. Monsieur le ministre. Bon, Bruno Le Maire qui a répondu globalement sur sa politique économique, sans rentrer dans le détail de la fermeture de ce carrefour en particulier. Éric Pouliat. La question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le ministre, aujourd'hui, les organisations syndicales de fonctionnaires manifestent leurs inquiétudes concernant la suppression de 120 000 emplois, le recours massif aux contrats perçus comme une attaque contre le statut des fonctionnaires, la rémunération au mérite des agents et leur évolution de carrière. Les Français sont très attachés au service public, mais demeurent critiques à l'égard de son efficacité, ainsi que de ceux qui le font vivre au quotidien. Aussi,
il est urgent de refonder notre modèle d'action publique afin d'offrir aux usagers un service public de qualité, adapté aux circonstances et aux territoires. Mais la performance des services publics passe par une évolution structurelle et par l'efficacité du dialogue social avec les agents. Il faut notamment repenser le numérique en plaçant l'humain, agent et usager, au cœur de l'action publique et non le document et la procédure. Monsieur le ministre, il est primordial de sortir de l'unique approche budgétaire et comptable de la fonction publique. Les économies par la suppression des postes ne peuvent pas être l'unique porte d'entrée pour la réformer en profondeur. La mobilité, l'innovation territoriale, l'évolution du management sont autant de chantiers pour demain. En ce sens, un groupe de travail de la majorité parlementaire développe des propositions pour une fonction publique épanouissante pour les agents et satisfaisante pour les usagers. Aussi, Monsieur le ministre, à propos d'agents épanouis de la fonction publique, Éric Pouillat, il est fonctionnaire de catégorie B, donc c'est pas tout à fait absurde que ce soit lui qui soit choisi par le groupe En Marche pour poser la question du jour sur la grogne des fonctionnaires qui s'expriment notamment dans la rue. Moderniser notre fonction publique et réconcilier les Français avec celle-ci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt. Et donc c'est bien Olivier Dussopt, l'ancien député socialiste devenu secrétaire d'État, qui va répondre sur la question de la grogne des fonctionnaires en ce jour de mobilisation. On l'écoute. Au début de votre question, l'attachement des Français au service public et l'attachement des agents publics au service public. Et c'est l'occasion pour moi de saluer aussi l'engagement de tous les fonctionnaires qui, au quotidien, contractuels ou titulaires, travaillent à rendre le meilleur service public à l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons cet attachement, et parce que nous avons cet attachement, nous considérons que la fonction publique doit être modernisée, qu'elle doit être plus forte, qu'elle doit être aussi plus efficace et plus réactive pour s'adapter aux différentes évolutions, et notamment aux évolutions numériques. Nous avons ouvert 4 chantiers sur le dialogue social, sur l'individualisation de la rémunération, sur l'accompagnement des carrières et la mobilité, mais aussi sur le recours plus facile au recrutement sous forme contractuelle, ce qui ne signifie pas que nous allons remplacer un mode de recrutement par un autre. Nous allons mener ces 4 chantiers, mais nous n'allons pas les mener à n'importe quel prix. Nous allons d'abord les mener en garantissant les fondamentaux. Garantir les fondamentaux, c'est dire que nous maintenons le statut, que nous ne remettons pas en cause le statut de la fonction publique, que celui-ci peut être ajusté, qui peut être rénové, mais qu'il doit être maintenu dans ses fondamentaux. Ne pas faire les choses à n'importe quel prix, c'est le faire en mettant des moyens. Mettre des moyens, c'est mobiliser. Mobiliser 1,5 milliard d'euros pour la formation des agents. Olivier Dussopt, donc, qui est en pleine opération déminage dans cette journée de grogne et qui redit les éléments de langage du jour. Non, le gouvernement ne veut pas toucher au statut des fonctionnaires. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, même si le gouvernement a ouvert des chantiers de négociation pour avoir plus recours au contrat. Les services de l'État pour accompagner les pratiques en termes de ressources humaines qui sont innovantes, et c'est le rôle du Fonds d'innovation RH que nous pilotons au niveau de la Direction générale de la fonction publique. Et enfin, ne pas faire les choses à n'importe quel prix, c'est les faire dans le dialogue avec les organisations syndicales, tout le temps, en permanence, sur les chantiers que nous avons ouverts, mais aussi sur d'autres... Olivier Dussopt qui est clairement dans la politique de la main tendue. On ne remet pas en cause le statut des fonctionnaires, on met de l'argent sur la table et on propose de travailler dans la concertation avec les acteurs publics, avec les acteurs syndicaux, pardon. Sur ce domaine, comme sur par exemple les domaines salariaux, nous sommes aussi preneurs des propositions des parlementaires. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur François Cornu-Gentil. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, à lire vos projets institutionnels, c'est au Parlement qu'il est urgent de remettre de l'efficacité en réduisant le nombre des élus, en introduisant la proportionnelle, en rationalisant les débats. Mais vous faites fausse route en faisant du Parlement le bouc émissaire d'une impuissance publique inavouable. Merci Benaf pour ton resub. Avec mes collègues Coquendo et Peu, j'achève un travail sur la Seine-Saint-Denis qui met en lumière une inefficacité qui n'est certes pas d'origine parlementaire. Qu'avons-nous constaté? Des sous-effectifs chroniques dans les tribunaux, des élèves sans professeur là où le besoin est le plus fort, ou encore un évitement face aux phénomènes mafieux qui gangrènent le quotidien des habitants. Comble du déni, les services sont incapables de s'accorder sur la population du département à 20 ou 30% près. Dès lors, comment prétendre à une quelconque efficacité? Mais la Seine-Saint-Denis n'est que le miroir grossissant d'un dysfonctionnement plus général. Chacun comprend alors qu'il faut des représentants forts et des débats vigoureux pour relayer le mécontentement face à une technostructure auto-centrée. Votre réforme fait l'inverse. Elle produira des élus faibles, coupés du terrain,
et bridés dans leurs débats. François Cornu-Gentil qui défend le rôle des élus locaux. Il a lui-même été élu local pendant très longtemps. Il était le maire de Saint-Dizier de 1995 à 2017. C'est énorme. Monsieur le Premier ministre, nous nous connaissons. Le conseiller d'État que vous êtes est peut-être à l'aise avec cette perspective, mais l'ancien maire du Havre doit avoir des doutes. Alors que vous vous targuez de mépriser... Intéressant ça, François Cornu-Gentil qui attaque le Premier ministre sur son passé en disant vous êtes conseiller d'État et vous êtes un peu un technocrate, mais en même temps vous êtes ancien maire du Havre, donc vous connaissez la réalité. Pour bâtir une réforme institutionnelle qui s'attaquerait aux vraies racines de l'impuissance publique. François Cornu-Gentil donc qui s'en prend non pas au plan Borloo, au plan banlieue, etc. Il s'en prend avec les Républicains à la réforme institutionnelle, notamment la baisse des pouvoirs du Parlement. Selon lui, Nicole Belloubet qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Cornu-Gentil, vous soulevez, je reprends vos propos, l'impuissance publique inavouable. Rien dans nos propositions, et surtout dans la proposition de révision constitutionnelle que nous serons conduits à discuter devant vous, rien n'est inavouable. Et l'objectif a été clairement affiché. Il est bien de respecter et l'efficacité du gouvernement et le rôle du Parlement. Je vous rappelle, monsieur le député, que l'article 24 de notre Constitution confère un triple rôle au Parlement, celui de voter la loi, celui de contrôler le gouvernement, celui d'assurer l'évaluation des politiques publiques. Et l'objet de la révision constitutionnelle tendra effectivement non seulement à renforcer l'efficacité de la politique conduite par le gouvernement, mais surtout à donner au Parlement les moyens d'assurer l'évaluation des politiques publiques. Et pour cela, différentes dispositions... François Cornu-Gentil, il n'a pas l'air qui vous sera soumis. Pas l'air convaincu par ça. Par exemple, vise à vous donner plus de temps dans la loi de règlement pour contrôler l'utilisation des dépenses publiques que vous aurez adoptées au moment du budget. Ça, la seconde disposition... Je rappelle que le Parlement, il adopte un budget chaque année et qu'ensuite il adopte une loi de règlement donc qui arrête le budget de l'année précédente qu'il avait voté l'année précédente. De faire des propositions de loi que nous pourrons ensemble discuter au sein du Parlement. Vous voyez, monsieur le député, l'objectif n'est absolument pas de diminuer le rôle du Parlement, il est de le conforter dans la réalité de son pouvoir et ainsi, ensemble, nous pourrons lutter contre cette impuissance publique que vous relevez. Nicole Belloubet qui défend assez bien le projet de réforme constitutionnelle et qui renvoie François Cornu-Gentil dans les cordes en lui disant non, il n'est pas question d'affaiblir qui que ce soit, bien au contraire. Monsieur le Premier Brigitte Bourguignon pour La République En Marche. Le président de la République a clairement fixé notre cap, celui de limiter la pauvreté sans limiter la richesse, pour reprendre la formule de Victor Hugo, de célébrer la réussite de nos entrepreneurs et en même temps de protéger nos concitoyens les plus fragiles. C'est là l'honneur de notre pays et de son identité sociale. Faire plus pour ceux qui ont moins est au cœur du projet présidentiel qui guide l'action du gouvernement et de la majorité. Nous avons ainsi revalorisé la prime d'activité, baissé les cotisations salariales pour que le travail paye mieux, augmenté l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse pour protéger les plus vulnérables. Faire plus, cela signifie aussi et surtout traiter les inégalités à la racine à travers une politique sociale qui émancipe. Par l'investissement dans la petite enfance et l'école de la République, et c'est le sens du dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires, mais aussi par la formation et l'emploi. Brigitte Bourguignon, c'est pas n'importe qui au sein du Parlement, c'est la présidente de la Commission des Affaires sociales et c'est surtout la députée qui est identifiée comme étant à la tête du pôle social de la majorité En Marche. Elle a soutenu Benoît Hamon jusqu'au premier tour de la présidentielle pour exclure certains bénéficiaires en 2017. Mais pour lutter contre le non-recours. Et elle est surtout créatrice d'associations d'insertion sociale. Elle est une entrepreneuse du social, donc elle connaît très bien ces problématiques-là. Et donc c'est pas pour rien que c'est elle qui pose une question sous forme de mise en valeur du versant social entre guillemets de l'action du gouvernement. La presse a relayé ces derniers jours une note de la direction du budget préconisant la réduction ou la refonte de certaines prestations sociales. Si le rôle de la direction du budget est bien de faire des propositions, celui des responsables politiques que nous sommes est de s'interroger sur le sens de notre politique et de prendre les décisions. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre,
Pouvez-vous rassurer la représentation nationale sur Ouais, alors ça c'est extrêmement diplomatique, extrêmement diplomate pardon, de la part de Brigitte Bourguignon qui en fait est en train de tirer à boulet rouge sur les services de Bercy en disant attendez c'est quoi ce bordel, il y a une note qui fuite dans la presse qui dit qu'on va faire une politique où on va baisser les prestations sociales. Non mais c'est à nous de décider, c'est pas à Bercy. Et donc Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités, va devoir déminer, puisqu'Agnès Buzyn, elle a besoin de Brigitte Bourguignon pour gouverner. Brigitte Bourguignon, c'est la présidente, encore une fois, de la Commission des Affaires sociales. De Bercy, il circule, mais c'est un simple document de travail. Et vous savez que je partage vos réflexions concernant la protection des plus modestes. Et nous avons d'ores et déjà, avec cette majorité, augmenté le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité. Mes priorités sont claires. Je présenterai début juillet une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui fera de l'investissement social la priorité. Il s'agit d'un enjeu d'émancipation, de dignité et de justice. La solidarité à l'écart des plus fragiles s'exprimera en particulier en direction des enfants et des jeunes. Nous développerons des modes d'accueil des jeunes enfants, nous accompagnerons mieux les parents et nous renforcerons l'accès à la formation des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Nous travaillerons aussi à ce que plus aucun jeune sortant de l'aide sociale à l'enfance ne soit laissé sans solution de logement, d'emploi ou de formation. Et j'y travaille en ce moment avec l'ensemble des acteurs associatifs des communes et des départements. Et cela complète l'action du gouvernement que vous citiez sur l'école ou sur les quartiers. Concernant notre système de prestations sociales, il présente certains défauts, il est compliqué, ce qui entraîne notamment du non-recours. Nous devons regarder cette réalité en face. Le non-recours, vous savez, c'est le fait que des personnes qui auraient droit à des aides sociales ne les ont pas, ne les demandent pas. Les plus fragiles est l'un des piliers de l'action du gouvernement. Ce sera le centre de notre action dans les mois qui viennent. Nous présenterons dans les prochains jours et mois une feuille de route sur l'hôpital, sur la dépendance, sur notre système de retraite. Agnès Buzyn qui répond donc à Brigitte Bourguignon en lui présentant une fois de plus la feuille de route du gouvernement en matière d'aide sociale. Agnès Buzyn qui est la ministre des Solidarités, c'est son rôle de porter le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc c'est pas absurde que ce soit elle qui réponde à cette question en présentant ça de cette manière-là. Barbara Pompili, on l'écoute. Nicolas Hulot. La biodiversité est en grave danger. On ne compte plus les signaux d'alarme lancés par les scientifiques ces dernières années. On sait que la 6e extinction de masse a commencé. On le constate ici même, en France, avec des oiseaux qu'on n'entend plus, les hérissons qu'on ne voit plus, les insectes qui disparaissent. On sait qu'il n'y a pas de planète B. On sait que le déclin de la biodiversité impacte directement nos besoins vitaux. L'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, les plantes et bactéries qui nous soignent, mais aussi les espaces naturels qui nous protègent contre les aléas climatiques, inondations, sécheresses, érosions et j'en passe. On sait que nous sommes responsables de l'accélération du déclin et que nous pouvons donc éviter le désastre. On sait. Et pourtant, pour reprendre vos mots, Monsieur le Ministre, la biodiversité, tout le monde s'en fiche. Dès qu'il s'agit de sortir des discours pour entrer dans le concret, toutes les excuses sont bonnes pour éviter de prendre les mesures qui s'imposent. Parce que c'est vrai que c'est difficile, parce que notre système économique est à revoir complètement, avec des acteurs à accompagner. Barbara Pompili qui fait un vrai cri d'amour à la biodiversité, c'est pas tout à fait absurde, elle était secrétaire d'État à la biodiversité l'année dernière, entre 2016 et 2017. Elle est présidente de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. C'est très très rare d'avoir des présidents de commission comme ça qui prennent la parole l'un après l'autre, après Brigitte Bourguignon. Barbara Pompili qui, je le rappelle, a été présidente de Feu, le groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. C'était la première femme de l'histoire de la République à présider un groupe parlementaire. Monsieur le ministre, vous voulez provoquer un sursaut citoyen à travers votre plan sur la biodiversité. Vous voulez mettre ce sujet au cœur de nos politiques publiques. Pouvez-vous nous indiquer comment vous allez œuvrer pour qu'enfin, collectivement, nous arrivions à faire bouger les choses? Merci. Barbara Pompili qui supplie le gouvernement d'agir par la voix de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui, je le rappelle, a annoncé qu'il prendrait l'été prochain sa décision de savoir s'il reste ou pas au sein du gouvernement. On écoute Nicolas Hulot. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Présidente, chère Barbara, il y a Ils sont sérieux peu de temps encore pour ajouter au diagnostic que je ne vais pas développer un organisme que personne ne conteste. On sait que
à l'aune de 2050, ce pourrait être entre 35 et 50% du vivant qui aura disparu de notre planète. Il y aurait bien une mesure pour endiguer cela, mais je crains qu'elle ne puisse pas se mettre dans un texte de loi, c'est de sortir d'une approche anthropocentrique, que l'homme cesse de croire qu'il peut faire cavalier seul. Sortir de la logique anthropocentriste. Vous avez raison, sur parfois un modèle économique qui est aussi une licence à détruire, à gaspiller. Mais une fois qu'on a dit ça, la France prendra sa part de responsabilité et je présenterai début juillet un plan qui est soumis à la consultation des citoyens, mais gardons à l'esprit que chacun doit s'interroger sur ce qu'il peut faire pour protéger la biodiversité et il faut changer de vocabulaire. L'idée n'est plus de réduire notre impact sur la biodiversité. L'idée est de rentrer dans un impact positif. Nous devons restaurer les écosystèmes et se fixer comme objectif zéro artificialisation, arrêter d'empoisonner la nature et multiplier les zones protégées pour protéger la biodiversité. Merci. Nicolas Hulot, plein d'ambition pour l'avenir. Il a rappelé qu'en juillet prochain, il présentera un plan de sauvegarde de la biodiversité. On l'attend avec beaucoup d'impatience. Mesdames et messieurs les ministres, Michel Larive. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je salue votre talent de négociateur. Dans la manifestation d'aujourd'hui, vous avez réussi à rassembler tous les syndicats dans un front uni contre votre politique. La chose est assez rare pour qu'elle puisse être signalée. Selon la loi Roland de 1938, réaffirmée en 1997, 3 principes fondent le service public. La mutabilité afin de mieux servir l'intérêt général, la continuité pour assurer le service public sans interruption sur tout le territoire et l'égalité qui impose les notions de neutralité et de laïcité dans le traitement. Seul le statut des fonctionnaires peut garantir l'effectivité de ces missions. Or, votre plan d'austérité prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et des recours massifs aux contractuels. C'est l'un des plus grands plans sociaux que connaîtra notre pays dans les prochaines années. Et il est organisé par votre gouvernement. Pourtant, c'est bien le contraire qu'il faudrait faire, embaucher des fonctionnaires pour gérer convenablement notre service public, qui est, je vous le rappelle, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Cette destruction massive du service public aura un impact dramatique sur la cohésion sociale à l'intérieur de notre République. Vous grandissez le peuple des invisibles. Les Françaises et les Français veulent croire en un service public garant de la solidarité nationale. Détruire le service public, c'est priver les Français d'un quart de leur consommation de biens et de services. La moitié pour les plus pauvres. Les Françaises et les Français prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe sociale qui s'annonce. Ils l'expriment en ce moment, au moment où je vous parle, en manifestant dans la rue sur tout le territoire national. Ils l'exprimeront à nouveau le 26 mai prochain en formant des marées populaires partout en France. Monsieur le Premier ministre, jusqu'où irez-vous dans la casse de notre... Michel Larive, le député insoumis qui est prof de maths, il est président du Festival de théâtre de Courseran. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action. Et il siège au sein de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Il a rappelé dans sa question qu'il y aura effectivement cette grande manifestation, à l'invitation notamment de la France Insoumise, mais pas que, samedi prochain. Vous avez parlé de... Et c'est Olivier Dussopt qui va lui répondre, l'ancien député socialiste devenu secrétaire d'État. La permanence du service public. Ce sont des points sur lesquels nous vous rejoignons, puisque nous vous l'avons dit. Le Premier ministre l'a dit le 1er février lors du comité interministériel de la transformation publique. Le Président de la République l'a dit le 2 février. Gérald Darmanin et moi-même avons l'occasion de le dire et de le répéter à chaque fois que nous rencontrons les organisations syndicales. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous voulons l'adapter, nous voulons le moderniser. Nous voulons faire en sorte que la fonction publique et à travers elle l'administration soit plus forte et plus efficace pour affronter les mutations, les évolutions qu'elle doit connaître. Nous avons une autre conviction partagée. Vous avez dit que le service public était le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi le patrimoine de tous. Et c'est parce que c'est le patrimoine de tous que nous devons y veiller. Et un patrimoine, ça s'entretient. Un patrimoine, ça se modernise. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les organisations syndicales pour faire en sorte de simplifier le dialogue social sans renier et sans renoncer à aucune des compétences et aucun des droits des agents. Que nous travaillons sur la question de l'individualisation de la rémunération, sur la question des mobilités, des parcours professionnels pour donner plus de perspectives aux agents. Que nous travaillons aussi pour faciliter le recrutement au contrat, puisqu'il existe déjà aujourd'hui 1 million de contractuels dans la fonction publique, et que personne ne remet en cause ni leur engagement,
ni la qualité de leur travail et que nous considérons que nous pouvons Jean-Luc Mélenchon qui menace du doigt. à plus de besoins par le recours aux contractuels et dans le même temps améliorer leur Olivier Dussopt, donc, qui veut entrer dans une dynamique de modernisation de la fonction publique et il s'oppose du coup de plein fouet à Jean-Michel Larive qui lui a rappelé le statut des fonctionnaires tel que défini dans les années 30, duquel il ne faut pas sortir. Allusion de manière assez évidente au mouvement d'aujourd'hui qui se traduit, d'après les chiffres que nous avons à 13 h, par un taux de grévistes un peu moins important que le 22 mars. Tous les messages doivent être entendus. Là où nous réunissons les 9 organisations syndicales, chaque semaine, presque chaque jour, c'est dans mon bureau, dans le bureau de Darmanin, pour négocier, pour discuter, pour se concerter et pour avancer ensemble. Merci. Olivier Dussopt, donc, qui, avant la mobilisation, tend la main et dit que la porte de son bureau est ouverte. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. 1 à 2 millions de Français sont aujourd'hui atteints par la NASH, maladie hépatique non alcoolique liée au surpoids, plus communément appelée maladie du soda. Peu connue, cette maladie pourrait devenir d'ici 2020 la première cause de greffe du foie devant l'hépatite C. Résultat d'une surcharge de foie en graisse, cette pathologie est notamment provoquée par une consommation excessive de boissons sucrées. Cette épidémie qui se développe lentement ne présente aucun symptôme. Lorsque des signes de fatigue apparaissent, il est souvent trop tard, et ce, d'autant que les médecins ne disposent d'aucun traitement. La greffe d'un foie devenant alors inévitable. Face à ce nouveau mal, qui se propage insidieusement par le contenu de nos assiettes, nos marges de manœuvre reposent principalement sur la prévention. Acquérir les bons réflexes alimentaires se joue dès le plus jeune âge, car la probabilité d'être un adulte obèse est proche de 100% quand on l'a été enfant. Pour lutter contre l'obésité, il est nécessaire de renforcer notre stratégie nationale en menant des actions de sensibilisation à destination du public et des professionnels de la santé. La première journée internationale de la NASH est d'ailleurs prévue le 12 juin prochain. De nouveaux outils pour le consommateur sont apparus, mais ils restent insuffisants. Nous devons aller plus loin et j'espère, à titre personnel, que mes collègues saisiront l'occasion, avec l'examen de la loi pour une alimentation saine et durable, d'améliorer l'information du consommateur en rendant par exemple obligatoire le Nutri-Score dans les publicités. Le Nutri-Score, vous savez, c'est le score nutritionnel d'un produit et Aude Luquet demande à ce que ce Nutri-Score soit rendu obligatoire dans les publicités. On ne pourra plus, elle veut qu'on ne puisse plus faire une publicité Coca-Cola sans écrire à côté. Rappel, une canette de Coca-Cola, ça comprend tant de sucre et ça a tel impact sur votre organisme. Aude Luquet, donc, qui tire la sonnette d'alarme sur cette maladie du soda, la maladie NASH. Et c'est la ministre de la Santé qui lui répond, donc Agnès Buzyn à nouveau, cette fois-ci elle change de casquette et elle met sa casquette de ministre de la Santé. La progression du surpoids ou de l'obésité, le manque d'activité physique, l'augmentation de l'espérance de vie sont les facteurs invoqués pour l'augmentation de la prévalence des cancers, du diabète, mais vous l'avez dit aussi, la NASH, la maladie du surpoids. Il s'agit d'un sujet de préoccupation mondiale, nous en parlions hier à l'Organisation mondiale de la santé. En France, 49% des adultes sont en surpoids, 17% sont obèses. Les interventions de chirurgie bariatrique ont été multipliées par 4 en 10 ans. La lutte contre la maladie du soda repose donc sur une stratégie globale correspondant aux orientations de la stratégie nationale de santé. Il s'agit d'abord de l'adoption dans la population française d'habitudes de vie favorables à la santé en s'appuyant sur les nombreux programmes de santé publique comme le programme national Nutrition Santé, le programme Santé Alimentation qui promeut l'accès à une alimentation favorable à la santé et la pratique d'une activité physique régulière. Nous avons voté... Est-ce que vous avez un mode de vie favorable à la santé, vous ? Les actions d'information et d'éducation. Moi non, nous avons révisé j'en suis pas fier, la mais... taxe sur les sodas, nous l'avons voté dans le PLFSS. Nous sommes... PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, Agnès Buzyn qui rappelle qu'une augmentation des taxes sur le soda a été votée. Il y a aujourd'hui 60 entreprises qui sont engagées avec nous sur la publicité sur le Nutri-Score. Nous avons élargi la prescription médicale de l'activité physique pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Dans le cadre du futur plan national nutrition santé, qui sera finalisé début 2019, la NASH aura un volet spécifique. Le surpoids et l'obésité sont des axes prioritaires de la prévention que je mène, et cela dès la petite enfance, grâce à l'éducation à la santé et grâce à la prise en charge de parcours pour les enfants atteints d'obésité. Comme vous le soulignez, Madame la députée, vieillir en bonne santé est un enjeu majeur pour... aujourd'hui le ministère de la Santé. Merci. Et c'est le cœur de la politique que je mène en faveur de la prévention. Madame je vous remercie. la ministre. La parole est maintenant à Monsieur Vincent. Voilà, Agnès Buzyn qui rappelle qu'au centre de sa stratégie nationale de santé, il y a la prévention. La ministre des Solidarités et de la Santé. Il fallait réformer le régime social des indépendants. Tout le monde en convient et tout le monde vous soutiendra dans votre effort de transformation.
Ce régime, issu de la fusion de 3 caisses de protection des chefs d'entreprise, s'est avéré totalement insatisfaisante, malgré les bonnes intentions qui ont présidé à sa création en 2006. Il convient donc de tout mettre en œuvre pour que cette réforme soit la plus aboutie possible, sans effet pervers pour nos travailleurs indépendants, artisans, industriels, commerçants et professions libérales. Je vous demande donc de bien vouloir nous exposer un point d'étape, de répondre aux légitimes questions qui ne doivent pas s'installer en inquiétude. Quel type de pilotage allez-vous mettre en œuvre pour éviter les carences de la gouvernance de 2006? De quelle manière sont pris en compte les risques en matière de système d'information? Comment allez-vous les maîtriser? Qu'en est-il du transfert des 5500 salariés de l'ex-RSI aux caisses du régime général? Quel sera le niveau de cotisation et de protection pour les travailleurs indépendants? Quid du maintien des particularités de la protection sociale des travailleurs indépendants, en particulier l'action sanitaire et sociale, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime d'invalidité. Vincent Ledoux qui pose la question qui fâche, à savoir, c'est bien gentil de vouloir supprimer le RSI, mais comment on fait pour supprimer le RSI? Qu'est-ce que ça implique de passer tout le monde au régime général? Comment on garantit l'effectivité des droits? C'est toutes les questions qui sont posées par Vincent Ledoux, le député du Nord, qui est un ancien du RPR, un ancien de l'UDI, et qui est aujourd'hui membre fondateur et délégué national aux relations internationales d'Agir les indépendants. Salariés indépendants ou bien encore... Je précise qu'il était prof d'histoire-géographie avant. À réforme d'ampleur, grands efforts d'information et de pédagogie. Merci, Madame la Ministre, de nous en livrer le mode d'emploi. Merci, Monsieur le député. Une question un peu piège. Avec le grand sourire, c'est maintenant que vous avez dit que vous y feriez, comment vous allez faire? Et c'est Gérald Darmanin qui va répondre, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le député Vincent Ledoux, j'espère que vous me pardonnerez que ce n'est pas ni l'efficacité ni la voix de Madame Buzyn qui vous répondent, mais comme nous sommes à deux sur cette réforme importante, j'ai pris le loisir, avec son autorisation, de pouvoir répondre à mon député. Il est assez rare qu'un député pose une question à son propre électeur, mais je le fais bien volontiers. Vous dire Gérald Darmanin qui a voté pour Vincent Ledoux. Il n'y a plus de RSI tel que nous l'entendions. Pendant les campagnes électorales multiples, locales ou nationales, nous avons été très nombreux à entendre les indépendants, les commerçants, les artisans se plaindre d'un régime qui n'avait pas su répondre aux spécificités du fait d'être un indépendant et d'avoir une surcharge administrative qui parfois a causé des problèmes extrêmement importants dans la vie des femmes et des hommes qui génèrent une activité dont nos territoires ont bien besoin. Je voudrais ici dire avec Madame la ministre... Ah oui, non, c'est ça, il est plus qu'un électeur, Gérald Darmanin, puisque c'est Gérald Darmanin qui... oui, c'est ça, en fait, le Vincent Ledoux, c'est son suppléant. Extrêmement nombreuses, des indépendants, et qui parfois, malgré les difficultés techniques, informatiques, c'est notamment l'un des grands problèmes de ce régime, n'ont pas pu avoir la quiétude de leur travail. Et je voudrais ici, au nom de la représentation nationale du gouvernement, les remercier pour un travail très important pendant ces mois et ces années difficiles. La fusion, à l'intérieur même du régime de sécurité sociale, mais une porte d'entrée particulière pour les indépendants, répondent à leurs questions. Et pendant les 2 ans, puisque c'est cette majorité qui l'a voté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous répondons aux questions spécifiques, sans augmentation de charges pour les indépendants, tout en donnant aux indépendants la possibilité d'avoir le même régime que la sécurité sociale, et avec des améliorations, notamment dès ce début d'année, le paiement en carte bleue, difficultés financières ou des traitements de cotisation auxquels ils avaient le droit. Et nous verrons dans quelques semaines, dans quelques mois désormais, lorsque nous aurons fait la fusion totale avec une porte d'entrée particulière pour les indépendants, un régime qui s'appliquera à eux et qui saluera le grand travail dont ils ont besoin, une protection, mais dans la liberté de leur choix de profession. Merci, et c'est donc Gérald Darmanin qui conclut cette réponse. La parole est à Monsieur Xavier Roseren. Sur le RSI. Merci, Monsieur le Président. Xavier Roseren. Cette question, mon collègue Jean-Luc Fugy. Monsieur le ministre Nicolas Hulot, la qualité de l'air constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur nécessitant des actions ambitieuses. France Publique Santé vient de le rappeler. La pollution de l'air est responsable de la mort prématurée de 48 000 personnes par an, sans compter les milliers de nos concitoyens affectés par des pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. Votre gouvernement a bien compris et bien pris conscience de cette priorité, en prenant d'ores et déjà des mesures concrètes. Je pense à la prime pour la reconversion des véhicules, à la fin de l'avantage fiscal du diesel ou encore au dispositif relatif à la rénovation thermique des habitations. Je ne doute pas que la prochaine loi mobilité apporte, elle aussi, des solutions. Les territoires ont également mesuré l'urgence de la situation et je tiens à saluer en particulier le remarquable travail collégial qui a été mené en Haute-Savoie. Celui-ci a permis d'aboutir à une feuille de route
dans le cadre de nouveaux plans de protection de l'atmosphère. Mais, malgré ces avancées, le phénomène de la pollution reste préoccupant. Le jeudi 17 mai dernier, la Commission européenne a renvoyé la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des normes de la qualité de l'air. La France se fait condamner, enfin pas encore condamner, mais en tout cas renvoyer devant la justice européenne pour non-respect des règles sur la qualité de l'air. Xavier Roseren, qui est commerçant, il est directeur d'un magasin qui vend des articles de sport. Il est élu de Haute-Savoie, il est notamment très impliqué dans les questions écologiques, biodiversité, changement, climat, etc., écologie verte, économie verte et circulaire, etc. Merci, monsieur. Et donc, il pose la question du jour à Nicolas Hulot, qui va du coup pouvoir reprendre la parole, cette fois-ci sur la question de la qualité de l'air. Tout à l'heure, c'était sur la biodiversité, et là, c'est la qualité de l'air. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Roseren, vous voyez, les choses ont changé de registre. Ça n'est plus un problème simplement d'environnement, c'est un problème de santé. Et de se retrouver dans un tribunal européen ne me réjouit guère. Mais sauf à prendre des mesures coercitives, c'est-à-dire interdire la circulation dans de nombreuses grandes villes, d'interdire le chauffage au bois dans d'autres villes et de fermer du jour au lendemain des secteurs industriels, il n'y a pas de remède miracle pour pouvoir y répondre parce que c'est le fruit de 40 ans d'aménagement du territoire et de politique de transport qui nous amène dans cette situation. Mais avec Elisabeth Borne, on souhaite, comme vous l'avez dit, que la loi d'orientation sur la mobilité, dont les derniers arbitrages sont en cours, je l'espère, marque un tournant dans la lutte contre la pollution de l'air et qu'elle permette de constituer une alliance avec tous les acteurs concernés, au premier rang desquels les collectivités. Et d'ailleurs, vous y avez fait référence, ces derniers ont joué le rôle en publiant, il y a de cela quelques semaines, des feuilles de route que l'on peut qualifier d'ambitieuses et dont de nombreuses prévoient la mise en place d'un outil structurant qui ne sera pas facile à faire passer dans l'esprit des automobilistes qui sont les zones à faible émission. Monsieur le député, la route est encore longue avant de revenir en dessous des seuils dangereux. Mais je voudrais aussi vous donner des raisons d'espérer, car certaines actions très concrètes se mettent en place à notre initiative. Vous l'avez dit, la prime à la conversion a déjà permis de sortir 45 000 véhicules polluants remplacés par des véhicules neufs. Et la prime à la conversion, vous savez ce que c'est, hein. Quand vous avez un véhicule polluant, vous pouvez bénéficier d'une prime si vous l'échangez contre un véhicule plus neuf. 3 000 € pour remplacer les vieilles chaudières au fioul est en place depuis plus neuf, un véhicule moins polluant, pardon. La dimension solidaire de la transition écologique. Ce matin, nous avons signé le contrat avec la filière automobile qui fixe l'objectif de multiplier par 5 la vente des voitures électriques en 4 ans pour structurer la filière. Vous le savez, monsieur le député, il n'y a pas de solution pour résoudre ce problème en quelques heures, mais nous détaillerons mi-juin avec Elisabeth Borne et toutes les collectivités d'autres plans d'action, et notamment celui concernant la vallée de l'Arve. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui aura beaucoup tourné, notamment autour du plan banlieue, en tout cas des annonces qui ont été faites ce matin par le président Emmanuel Macron sur la question des banlieues suite à la remise du rapport Borloo. Je remercie encore une fois très sincèrement et très chaleureusement les bénévoles qui ont préparé cette émission. Encore un grand merci à toi, Amy, d'avoir mobilisé Adrien, d'avoir mobilisé Sylvain, d'avoir mobilisé Charles et d'avoir mobilisé Samuel. Merci à tous pour votre aide. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu cette séance. On a parlé donc beaucoup de banlieues, c'était cool. On a parlé aussi de la formation du gouvernement en Italie, qui est quand même l'actualité européenne qui agite un petit peu les méninges. On a parlé de biodiversité. Louis Litt qui nous fait un don de 100 bits, c'est très gentil ça, merci beaucoup. C'est Louis Litt. Louis Litt. Il faut connaître la série Suits. Ah, c'est pas de la série Suits qui est la nouvelle femme de Harry, si, Meghan, qui était une actrice également dans cette série. Je n'ai pas regardé cette série. Mais merci beaucoup Louis, en tout cas, pour ton don, c'est très généreux. Donc voilà, fin de cette séance d'aujourd'hui. On aura parlé d'un certain nombre de sujets. On aura parlé de la maladie de l'obésité. On aura parlé. On aura eu 2 présidentes de commission quand même qui ont pris la parole. Barbara Pompili pour les affaires, pour la commission écologie, développement durable. Rappelez-moi, président du développement durable et de l'aménagement du territoire. Là, je me demandais bien, il y avait aussi l'aménagement du territoire. Elle aurait du coup pu prendre la parole sur la question du plan Borloo, mais c'est pas grave. Et Brigitte Bourguignon, la députée de la commission des affaires sociales, comité ô combien stratégique, de la commission pardon ô combien stratégique pour le gouvernement. Donc voilà. Sachant que je rappelle, on est dans une semaine
sociale, puisque ce samedi, c'est la grande marée humaine promise par la France Insoumise ainsi qu'un grand nombre de syndicats contre la politique antisociale du gouvernement. Et d'ailleurs, on a entendu les députés communistes et insoumis s'en prendre à la politique du gouvernement, notamment sur la question du statut des fonctionnaires. On a aussi beaucoup entendu Olivier Dussopt défendre la position du gouvernement sur la question du statut des fonctionnaires, qui fait l'objet, aujourd'hui même, je le rappelle, d'une mobilisation dans la rue. Tiens, par curiosité, qu'est-ce qu'on fait des lois qui limitent les vitesses en même temps, le droit de commercialiser des autos qui peuvent faire la double de triple de vitesse? Perso, je ne comprends pas qu'on puisse vendre un engin qui puisse aller à 300 km/h si on a une seule route où on peut rouler à plus de 120. Ah là là, vaste débat. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui pourraient te répondre. Genre, on a le droit à un live Trackmania après Acropolis? Non. Non, après je dois préparer l'émission de demain. Désolé. Et ce soir, je vous rappelle qu'à 20 h, vous avez l'émission avec Stupid Economics. Émission sur l'économie. Il y aura 2 invités ce soir. Il y aura 2 invités. Bon courage. Parce qu'un véhicule est autorisé à rouler à plus de 130 km/h sur circuit. Oui, ou même sur certaines autoroutes en Allemagne, par exemple. Non, mais après c'est l'éternelle question, pourquoi les cigarettes sont-elles en vente libre alors qu'elles sont dangereuses pour la santé, tu vois, c'est... Ce sont les paradoxes de notre société. Et on veut pas avoir des mesures coercitives. Même chose pour l'alcool. Dans une société libérale, même chose pour l'alcool. Société libérale, société libre. Libertaire, mais... Tant qu'on y est. En Allemagne, c'est même illimité dans pas mal d'autoroutes. Je croyais que c'était que dans certaines autoroutes. C'est certaines autoroutes. Il n'y a pas eu de question Parcoursup. Non, Desticle, pas eu de question sur Parcoursup aujourd'hui. Effectivement, c'est ce soir qu'on aura les premiers résultats. Il y aura peut-être les questions demain, du coup. Demain, du coup, ouais, ce sera dans l'actualité. Suite aux réponses. Il y a pas mal de députés qui étaient absents parce qu'ils ont participé aux manifs des fonctionnaires aujourd'hui. Il y avait pas mal de tweets à ce sujet-là. Et il y a Olivier Faure notamment qui a été exfiltré parce qu'il a été sifflé copieusement par les manifestants. Olivier Faure, le secrétaire... Premier secrétaire du Parti Socialiste. Secrétaire, ouais. Le député socialiste, ancien président du groupe. Absolument. Pour moi, l'Allemagne, c'est un mythe populaire. J'ai jamais pris une autoroute illimitée. Après, je voyage peu. Bah, je suis l'exemple inverse. J'ai déjà pris l'autoroute illimitée en Allemagne. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Ou est-ce qu'en gros, il y a 3 axes routiers où c'est connu qu'il y a des tronçons où c'est illimité? Ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'autoroutes Alors, c'est la règle générale et il y a des cas particuliers, surtout proches des agglomérations où c'est pas le cas. En fait. Ah, d'accord. Ah ouais, donc c'est plus que ce que je pensais. Et par contre, les autoroutes allemandes sont aussi réputées pour être dans un état assez globalement mauvais. Ah bon? Plutôt pas très bon. Globalement, après il y a toujours des exceptions. Et du coup, tu peux pas forcément rouler à la vitesse que tu veux, parce qu'il y a soit du monde, soit des nid de poule. Putain, le nid de poule à plus de 130 km/h, c'est chaud. Ou soit dans mon cas, il y a trop de monde dans la voiture et ils ont peur quand je conduis. Je les comprends. Je me suis limité à 180, c'était pénible. C'est dommage maintenant que le code Parcoursup est sorti, ils auraient pu attaquer la qualité. Les routes de campagne sont dans un état lamentable et aussi dangereuses que croiser un mec bourré. Faut lâcher l'argument aux collectivités territoriales pour assumer. Faut lâcher de l'argent aux collectivités territoriales pour assumer les travaux. C'est exactement le sujet d'une question qui a été posée la semaine dernière. Je t'invite à revoir les replays sur Acropolis Replay. Tu verras. Oh, pardon. Tu verras que le sujet a été abordé pendant les questions au gouvernement. Effectivement, le réseau secondaire est très abîmé cette année particulièrement. L'hiver a été très rude. Et l'hiver, vous savez que ça cause des nids de poules. Donc voilà. Toujours des travaux sur l'autoroute allemande. Ok. Libre antenne jeudi. A priori, oui. Sauf information contraire, d'ici jeudi, il y a bien libre antenne. Comme l'indique la magnifique page programmation du site. Allez sur la page programmation du site Acropolis, vous verrez. Vous pouvez même rajouter les émissions à votre Google Agenda. C'est fou comme c'est bien fait. Un grand merci à Kobarou encore une fois qui a programmé tout ça. Bon, chers amis, ça va être la fin de cette émission. Il est déjà 16h23. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir, du coup, dans l'émission, enfin pas pour moi, mais pour Acropolis. Rendez-vous 20 h sur Acropolis pour It's the Economy Stupid. Bonne fin de journée. Mettez un pouce bleu. Ciao, ciao.